Bienvenue à tous, bienvenue au premier Brain to Brain Labs de l'association AI Suisse. Donc, qu'est-ce qui change par rapport aux autres Brain to Brain que vous avez déjà peut-être visités? C'est que là, vous avez pris vos ordinateurs, c'est retour au banc, pas d'école, mais au banc quand même, pour pratiquer un peu, mettre les mains dans le cambouis, mais vraiment soft. Hein. Le but, c'est pas que vous sortiez d'ici et puis que vous puissiez coder le nouveau ChatGPT. Donc l'association AI Suisse, à quoi elle sert? Le but c'est vraiment ça, c'est d'amener les gens au plus proche de l'IA, de les faire comprendre comment ça fonctionne, maintenant de les faire pratiquer, parce que rien de mieux pour comprendre que de pratiquer. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation de peut-être poser vos questions, enfin Charlie vous dira tout ça tout à l'heure. Mais c'est ça le but, c'est avec ces events de rassembler les gens. Il y a des events où là, vous pratiquez, il y a des events où vous rencontrez des gens qui, eux, exposent leur point de vue, où vous pourrez réagir. Il y a aussi des nouveaux événements qui s'appellent Brain to Brain News, qui là feront intervenir les experts sur des thèmes récents, donc les avancées de l'IA, etc. Là aussi, vous pourrez poser vos questions en amont pour que les experts en discutent et ensuite, bien entendu, pendant l'événement. Et ensuite, il y a les conférences annuelles qui sont de plus grande envergure, où là, c'est les experts plutôt ex cathedra qui sont posés sur scène et vous pouvez poser vos questions, mais à la fin. Ok, donc ces événements-là sont gratuits pour les membres. Pour tous les autres, il y a une petite cotisation parce qu'on veut toujours que ce soit convivial. Donc derrière, il y a un petit frigo avec des bières bien fraîches. Il y a aussi de quoi boire. Si il vous manque quelque chose, n'hésitez pas. Je profite aussi au niveau logistique de vous indiquer que les toilettes sont malheureusement maintenant derrière l'écran, mais ils sont là. Donc si vous avez besoin, si vous voulez vraiment y aller, peut-être allez-y maintenant, comme ça c'est fait. Sinon, il y a aussi le jardin. Hein. Voilà. Dans l'association, il y a moi qui ne fais pas grand-chose à part parler. Il y a Charles-Édouard qui, lui, fait beaucoup de choses. Il ne parle pas beaucoup d'habitude, mais là, il va parler. Il y a Sylvain qui s'occupe de tout le côté lausannois, genevois, enfin, tout le côté ouest. Et Daniel qui, lui, s'occupe aussi de la logistique, le site web, tout ça. Donc, si ce n'est pas bien fait, c'est lui qu'il faut. Non, c'est très bien fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà de manière générale là-dessus, sur le timing, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a un code Wi-Fi? Hey, on y arrive, exactement. Alors, le code Wi-Fi. Donc ici, nous sommes dans les lieux de la Villa Perret, qui est un coworking, avec aussi des bureaux privés à gauche, à droite. Et du coup, ils nous ont créé pour l'événement un code Wi-Fi. Donc il faut choisir le voisin token. Ça, c'est le nom du Wi-Fi, voisin token. Et le code, alors je ne sais pas si tu arrives juste à l'écrire là-dessus. Bon, sinon je vous le dis, il n'est pas super long. Est-ce que vous êtes tous prêts à insérer le code? Donc ce sera sur la partie token, il n'y a pas besoin de mettre le nom et le PIN, c'est vraiment juste le token sur le deuxième champ libre. Voilà. Alors, le code c'est P majuscule, Z majuscule, X majuscule, A majuscule, M majuscule, X majuscule. Donc c'est PZXAMX. Toujours tout en majuscule? Toujours tout en majuscule, ouais. Et là, ça marche pas. Dès que tu as l'écran, ça flotte. Alors, il faut vraiment rentrer que le code token, hein, ça a marché. Ouais. Donc, il ne faut rien faire d'autre. Hein. Pas de nom, pas d'email. Il y a 3 champs à compléter. N'allez que sur celui du bas et mettez juste le token. Il ne faut pas réfléchir trop loin. Ok, alors je recommence. Le nom du Wi-Fi, c'est voisin token. Voilà. Ensuite, il y a un masque qui vient avec 3 champs. Les 2 champs du haut, vous les ignorez. Vous ne mettez rien du tout. Et le champ du bas, c'est le token. Et là, vous mettez tout en majuscule, tout ensemble. PZXAMX. Bon. Note valide. Alléluia. C'est pas un Mac. Ils n'ont pas les Mac. Non, ça marche. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un espace ou quelque chose? PZXANX. PZXAMX. M comme maman. Ah, M. Ouais. Pas comme nouille. Ah, Donc Pascal, Zébulon, Xamax, André, Martin, Xamax. C'est écrit que je suis mais ça marche pas. Ouais, c'est un Mac. J'ai un Mac. Ok, donc tu es connecté, tout a l'air en ordre, mais il n'y a pas de débit. Ouais, je suis en ligne, mais en fait, si je tape derrière.
Attends. C'est bon. Il fallait juste qu'il se... Voilà, pas de souci. Ok, donc tout le monde est connecté. Pas encore. Ok, prenez votre temps. Voilà. Sinon, au niveau du déroulé, là je passe déjà la parole à Charles-Édouard qui peut nous donner la structure et puis peut-être... Ouais, alors j'ai juste un problème d'ordinateur qui a frisé, mais en gros, voilà, l'idée c'est d'essayer de gentiment amener l'envers du décor, donc pas utiliser ChatGPT et ces interfaces-là, mais de pouvoir juste jouer un peu avec les modèles, de charger les modèles qu'on veut, de les tester, de voir ce qu'il y a derrière en termes de paramètres et autres. On va commencer plutôt avec les LLM parce que c'est la partie d'IA qui est la plus visible aujourd'hui, mais évidemment que c'est juste un tout petit bout de ce qui se fait, donc il y aura aussi, on imagine, diverses choses qui pourraient être utiles pour optimiser même en algorithmie en général. On va faire du deep learning sur diverses choses. Enfin, on verra plus tard le type d'application qu'on veut faire, mais là, je pense que ce qui intéresse le plus de gens, c'est ce genre d'application grand public qu'on voit beaucoup dans les médias. Et donc, l'idée, c'est un peu de voir l'envers du décor, toucher un petit peu sans trop aller loin pour la première fois, et aussi se familiariser avec quelques outils qu'on mettra en place au fur et à mesure, dont Google Colab. Alors moi, le problème, c'est que mes outils à moi, ils ne marchent pas là. Oui. Est-ce qu'on aura après à disposition un document ou Oui. Alors, l'idée, c'est que les notebooks que vous allez charger là, après, vous les avez. Donc, voilà. Donc, si vous voulez continuer à lire tranquillement, il y a beaucoup. J'ai mis pas mal de texte dans les notebooks pour que ce soit super clair, mais donc on va pas lire ça ensemble maintenant. Ça ira un peu plus vite. C'est ça défrise ou bien tu as besoin d'un autre device Si jamais j'ai un laptop, je sais pas si ça peut t'aider. Mais... Ouais, ça va venir. Je suis en train de relancer, mais on va voir si ça marche cette fois. Voilà. Alors. Ok. Tout bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Alors, je peux encore faire quelque chose pour toi Non, je sais pas pourquoi, c'est un ordinateur du CHUV, alors. comme tous les autres trucs dans la santé ou dans cet hôpital, c'est un peu compliqué, mais. On se réjouit d'être là-bas. Voilà. Donc tant qu'il y a la petite roue, là, je peux rien faire. Ouais, t'as raison. Si jamais c'est pas représentatif des Mac en général, hein, pour ceux qui... Voilà. Ah, ça bouge, c'est bien, c'est parfait. Ok, alors, on va faire ça. Voilà, très bien. Donc, l'idée, alors, je ne sais pas, qui est familier avec cette interface déjà? Avec Colab? Ou les notebooks en général? Ah, personne? Est-ce qu'il y a des codeurs parmi vous sur d'autres types de... Il n'y a personne qui code? D'accord, ok, ça marche. Non, mais à la limite, c'est mieux parce que c'est très bien. Non, très bien. Donc, oui, ouais. Donc là, l'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un langage qui s'appelle Python, qui est extrêmement abordable, disons, si vous voulez apprendre un langage. Pour déjà, aujourd'hui, les langages de programmation, il ne faut pas trop se formaliser parce qu'il faut prendre le plus simple. De toute façon, passer d'un langage à un autre avec ces outils-là, c'est comme avec le français et l'allemand, enfin, vous avez pu expérimenter, c'est très facile de passer d'une langue à une autre. Donc si vous avez un code qu'il faut traduire dans une autre langue, c'est pas extrêmement compliqué aujourd'hui. Donc il y a un monde Java qui est plus pour le web et autres, et pour tout ce qui est machine learning, IA, c'est majoritairement du Python aujourd'hui, la plupart des librairies et autres. Donc là, l'idée, c'est que c'est Google qui fournit ce qu'on appelle un kernel, c'est des machines virtuelles. Elles sont pas virtuelles, elles sont virtuelles pour nous, elles sont quelque part chez Google. On peut s'y connecter gratuitement, donc si vous avez un compte Google, vous pouvez aller sur Google Colab. D'ailleurs, vous pouvez déjà le faire, attendre un petit moment parce que j'ai un QR code qui arrive. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir des machines à disposition pour faire tourner du code sans rien installer. Donc il y a déjà une machine qui a un environnement Python installé, parce que normalement, Python, sur votre machine, il faudrait installer pour qu'il reconnaisse ce format de code, quoi, en gros. Et il y a aussi une gestion, donc ici, on peut voir... on peut se connecter à divers types de runtime, ils appellent ça. Donc c'est en gros le type de machine. Et là, on a accès à des GPU, donc des machines qui ont une carte graphique, qui permettent de faire tourner ce genre d'IA plus rapidement.
C'est des vieux GPU, mais quand même, ça nous sauve pas mal pour jouer. Et si on veut aller plus loin, si on veut plus de puissance, ben c'est toujours évidemment, il y a Google Cloud derrière, donc il y a la possibilité d'avoir le type de machine qu'on veut, dernier cri avec autant de GPU possible, mais après ça coûte pas mal. Donc voilà. Et là, il y a ce petit outil qui peut être utile, moi je l'aime pas trop, c'est Gemini. Donc ça c'est, disons quand on écrit, là on est sur la page où on peut écrire soit du texte, soit du code. C'est toujours structuré par cellule, donc là on peut rajouter une cellule de code ou de texte. Et si on a une question, si on ne sait pas faire quelque chose, on peut toujours poser la question à Gemini qui, pour cette version-là, est entraîné sur le code aussi. Donc si on lui dit je ne sais pas comment écrire ou faire ça en code, ben, il peut proposer un code. Après, cette version-là n'est pas super agréable. Donc on aura l'occasion, probablement au prochain, voire à celui d'après de Brain to Brain, de montrer un vrai outil puissant qui intègre l'IA partout dans un environnement code pour pouvoir faire presque rien. Aujourd'hui, moi, je code beaucoup. Enfin, je suis responsable de data science dans une startup en santé digitale et en neurosciences au CHUV. Et avant, je devais m'embêter à coder plein de choses quand même. Près de la plupart de ma journée, des fois, c'était ça, même sur des bugs ridicules. Aujourd'hui, je pense que, franchement, j'avais une étude qui disait qu'il y avait à peu près 25% d'efficacité en plus en utilisant les outils d'IA tels que Copilot de GitHub, si vous connaissez. Pour moi, c'est probablement autour de 80-100% de plus, ou je sais pas, enfin, c'est largement plus. Donc, vous allez voir, c'est très, peut-être pas aujourd'hui, mais avec un bon assistant comme ça qui sait exactement ce que vous voulez faire, traduire du langage, vous lui écrivez ce que vous voulez, vous spécifiez et il traduit en code, on peut aller assez loin en fait, sans trop connaître de code. Et surtout, c'est fun parce que c'est super. On peut se focaliser sur la partie créative, sur les idées de ce qu'on veut faire, et puis pas se poser la question c'est quelle librairie, blablabla, je sais pas comment faire. Et au passage, on apprend des choses parce que quand on converse avec ces outils, ben, on réalise des façons de faire et autres. Donc c'est très puissant. Et j'imagine que tout le monde a utilisé ChatGPT en ligne. Oui, ça oui, ok. D'accord. Donc Gemini, on va le fermer parce que voilà. On n'en a pas trop besoin. Alors juste pour vous montrer un peu l'envers du décor. Donc ça c'est un peu l'outil qu'on présentera une fois. Donc ça c'est l'équivalent. Moi j'ai un notebook voilà, sur cette interface-là. Ça s'appelle Cursor. C'est écrit en haut à gauche. C'est, pour ceux qui connaissent, il y a un IDE, donc une interface pour faire du développement software qui s'appelle VS Code, qui est celle de Microsoft. Et ça c'est une fork, enfin une version de celui-là, qui s'appelle Cursor et qui est super puissante dans le sens où là on a un chat mais on peut être n'importe où dans le code et puis avec Tab avoir une autocomplétion, on peut documenter où on veut, il a accès à toute la base de données de code, donc ça c'est tous mes fichiers, des choses que j'ai utilisées pour produire le notebook que vous allez voir. Donc on peut lui demander à peu près n'importe quoi, il est basé sur Claude 3.5 ou d'autres types de LLM comme GPT-4o ou ce genre de choses. Donc en plus, on a le choix du modèle. Ça, c'est vraiment, pour moi, il y a plus besoin ils n'ont plus besoin d'améliorer. Moi, ça me convient, quoi. Je peux avoir ça à vie, ça me va très bien. Je pense qu'il est suffisamment bon pour le développement software que j'ai vu. J'ai pas d'amélioration en plus, mais évidemment que ça va s'améliorer. La seule chose que vous ne pouvez pas faire facilement, c'est le laisser créer à votre place les fichiers. Donc, il va vous proposer d'appliquer les changements. Et puis dire alors il faudrait créer ce fichier là, puis avoir ce code là, etc. Puis il va vous faire un par un ça, mais vous pouvez pas encore dire écrivez-moi tout ça, qui fait exactement ce que je veux. Mais il y en a d'autres qui le font, donc ça va venir aussi. Donc là pour l'instant, juste pour que ça soit plus simple, on va être sur la même interface de Google. Donc là l'idée c'est de se concentrer, comme on a dit, sur les LLM. Je vous laisserai lire parce que c'est juste ça c'est majoritairement pour vous, ça n'a pas trop d'intérêt pour l'instant. N'hésitez pas à poser des questions si jamais. Donc là, on a une... Oui. Ça, on aura accès à... Oui, bien sûr. Oui. C'est le but. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser Llama 3.1. Donc je ne sais pas si vous avez vu, il est sorti en juillet de cette année. Moi, je trouve qu'il est assez bluffant. Là, on a accès gratuitement à ça tous. Donc c'est chouette parce qu'il y a Grok, en fait, donc le Grok d'Elon Musk, qui donne accès librement à ces modèles-là. On ne peut pas faire une infinité d'appels par jour, mais on peut en faire beaucoup. Donc, en fait, on peut tout jouer avec ça facilement pour ses affaires personnelles ou même pour sa boîte, très facilement, comme on va le voir. Donc là, il faut scanner le QR code.
comme on est dans un Brain-to-Brain Lab, le but, je ne vais pas aller sur Internet créer un QR code, je vais demander à Python de le faire, évidemment. Donc là, par exemple, si on voulait faire ça, juste pour vous montrer, je pourrais écrire ici écrit du code pour créer un QR code, par exemple. Je pourrais faire ça. Au passage, c'est ce que j'ai fait pour faire le notebook. Je ne me suis pas embêté à retrouver. Donc là, juste pour vous montrer, après je ne vous montrerai plus, mais disons, voilà, je ne sais pas si j'ai une connexion bien, ça marche ou ça ne marche pas? En tout cas, le réseau d'ici marche très mal. Moi, je me suis connectée Ouais. sur mon téléphone. Alors je vais me connecter aussi à mon téléphone parce que... Voilà. Est-ce que ça marche maintenant? Ah. Voilà, donc là, c'est ça le genre de choses que ça vous produit. Donc là, moi je lui ai spécifié de commenter en plus les lignes pour vous. Donc là, du coup on va passer sur la version ici parce que c'est très simple à lire. Donc ce qu'il nous propose, c'est d'installer déjà des librairies Python. Donc là, il y en a une qui s'appelle QR Code, qui gère en fait le standard qu'il y a derrière. Matplotlib, c'est une librairie qui permet de faire des graphiques, parce qu'à la fin, il faut produire un graphique. Et pip, c'est l'outil qui installe ces librairies. Donc dans le langage Python, il y a plein de gens qui ont créé des librairies. Et du coup, on peut les installer facilement. On fait juste point d'exclamation pip, installe, et après ce qu'on veut. Donc là, on installe juste ces deux, on les importe après. Ça, c'est juste pour qu'elles soient utilisées. Et ensuite, là, j'ai l'URL que j'aimerais inclure dans le QR code. C'est pour vous éviter de le taper, donc le but, c'est ça. On crée un QR code. Donc ça, la librairie, elle permet de juste écrire QR code point un objet QR code. Puis il y a des paramètres. Donc ça, c'est un peu la taille, si on veut une bordure, etc. On ajoute l'URL dedans. Et puis après, là, c'est juste pour que ça fitte bien les bords. On crée l'image et ensuite, on l'affiche avec cette autre librairie. Donc là, on crée juste une figure. On lui donne un titre pour que ce soit un peu sympa. Et voilà, après on peut lancer ça. Donc en gros, c'est quasiment identique au code que j'ai. Et là, vous avez vu, j'ai rien fait. Hein. Donc là, on peut passer sur cette version-là. Donc là, j'ai un peu plus de détails sur ce que les paramètres représentent et autres. Donc on peut lancer ça. Il va se connecter ici à un runtime, donc à une machine qui permet la plus simple, disons, qui permet de runner ça. Si on veut des GPU, on peut spécifier. Pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Là, on peut accéder, c'est assez utile de voir juste les ressources. Donc on voit la RAM. C'est une petite machine, elle a 12 Go de RAM et puis un relativement petit disque. Et là, si on voulait, on pourrait changer de runtime. On pourrait typiquement choisir, il y a des T4, c'est des très vieux GPU, mais qui sont quand même utiles. Donc si on passait sur une avec T4, on pourrait charger quelques petits modèles sur GPU. Et là, si vous voulez vous amuser à payer et puis avoir ce que vous voulez, alors là, il y a la possibilité infinie. Donc voilà, on a cette machine qui tourne, tout se passe bien. Normalement, on devrait avoir le QR code, du coup, voilà. Et je vous invite à le scanner. Par contre, il est un peu grand, alors du coup, on va le mettre un peu plus petit, parce que là... Voilà. Donc ça vous permettra d'accéder à ce notebook-là, en fait. Et là, vous devez juste avoir un compte Google pour accéder à Colab. Il va vous proposer de l'ouvrir, vous pouvez faire ça, et je vous invite à faire une copie juste. De toute façon, vous ne pouvez pas modifier l'original, mais je dis juste c'est plus simple pour que vous puissiez sauvegarder vos changements au besoin, de faire une copie. Donc si vous voulez, je vais le faire aussi. Comment? Alors normalement, vous arrivez sur un truc comme ça, non? Un fichier Python. Impossible de dépasser certains fichiers. Et il faudrait l'avoir sur l'ordi, je pense. Oui, alors vous pouvez le télécharger et après aller sur Colab. Donc vous connectez à Google Colab et vous le glissez dessus. Donc en fait, je peux le faire ici. Si vous allez sur Colab, vous aurez la possibilité ici d'ouvrir un notebook.
Donc vous pouvez simplement prendre celui que vous avez téléchargé. Donc ici par exemple. Soit vous le glissez ici, le fichier que vous avez téléchargé, ou soit vous... voilà. Est-ce que ça... Oui. Alors en fait... Donc est-ce que quand vous tapez juste cette adresse, vous avez bien ça? Une proposition d'ouvrir un notebook? Ouais. Alors il faut juste ouvrir celui que vous avez téléchargé. Je l'ai pas téléchargé. Ça passait pas. Ah, ça passe pas? Comment? Oui, ah oui, ouais, le QR code. Le QR code, il est là. Il est là. Alors là, il faut normalement le télécharger. Bah, si vous n'arrivez pas à le télécharger, vous pouvez aussi simplement taper ça. Est-ce que vous êtes sur le groupe? Tu veux que je l'envoie? Bon là c'est un petit peu douloureux, mais sinon il y a aussi ce lien-là, si ça marche vraiment pas. Je sais pas si Stéphane, toi t'as réussi, tu veux partager le lien C'est surtout Colab. Comment? Donc là, il faut taper Colab du coup. Pour ceux qui n'y arrivent vraiment pas, c'est pas très grave parce que je vais vous guider dedans et puis vous pourrez le faire à la maison simplement. On va pas perdre trop de temps, mais ce serait sympa que vous y arriverez quand même. Voilà, donc c'est sur ça. Est-ce que le lien a marché du coup Alors moi je l'ai là et puis je l'ai sur mon. Donc là on peut faire Open Colab. Et là normalement, ben voilà, il faut juste importer celui que on parcourt. Si vous l'avez. Vous l'avez téléchargé? Ouais. Alors c'est dans importer et il faut juste regarder où en parcourir. Donc là il est dans téléchargement j'imagine. Dans téléchargement. Et là s'il est vraiment téléchargé il devrait apparaître là. Mais je ne sais pas si vous l'avez mis ailleurs. Donc là si vous... Voilà ça, si vous faites ici partager, et puis le mettre en airdrop sur l'ordinateur. Voilà. Parfait. Quel c'est? C'est... Voilà. Voilà, donc maintenant si vous acceptez, ça doit aller dans téléchargement, il devrait apparaître ici j'imagine. Ou alors je sais pas vers quoi vous téléchargez. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Avec le lien, Avec le lien, ça a marché? Ouais, alors il faut le télécharger et l'ouvrir avec Colab. Je donne encore 2-3 minutes, puis après on avance. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Ouais? Ok, super. Voilà, donc si jamais... je vous laisse encore 2-3 minutes ou vous... Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide? Ouais, alors là il faut aller sur Colab et puis juste ouvrir ça en fait. Donc là tu vas dans Open, tu fais importer. Ici, importer et tu charges ce truc là. Ouais, pas mal, ou parce que ça installe. C'est bon? Ça marche?
Donc je vous propose de, pour l'instant, mettre entre parenthèses ça. Ma foi, c'est pas très grave si vous suivez pas sur votre ordinateur parce que vous pourrez le faire à la maison et puis de toute façon, on va le faire ici ensemble, donc ça sera peut-être mieux même qu'on soit sur la même page. Donc là, si jamais pour Colab, si c'est la première fois que vous l'utilisez, c'est le cas, on a fait un menu spécial ici pour un petit peu se familiariser avec ce que ça fait. Donc là, si vous ouvrez ce lien-là, vous arrivez avec un autre notebook qui vous explique un peu le b.a.-ba de comment structurer un notebook, enfin comment l'utiliser. En gros, il y a deux cellules, comme je disais, il y a des cellules de code et des cellules de texte, donc c'est pour pouvoir expliquer puis runner du code. Et puis il y a quelques raccourcis qui sont intéressants, voilà. Puis des façons de structurer le texte, il est en Markdown, c'est un langage, donc si vous mettez par exemple je ne sais pas comment ça s'appelle devant, hashtag voilà, en persan, ça fait un titre. Et si vous en mettez deux, c'est un titre de deuxième niveau, etc. Donc ça, c'est juste pour structurer le texte. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est un tout petit notebook qui permet de familiariser avec ça. Et donc, on arrive au modèle de la famille Llama. On peut faire, avec Grok, on peut charger toute une panoplie de modèles. Là, je prends celui-là parce qu'il est intéressant, il est relativement récent, il est compétitif avec ChatGPT et Claude. Donc c'est assez marrant de jouer avec. On a accès à trois types de modèles. On a un qui a 8 milliards de paramètres, donc là c'est déjà de l'assez gros modèle. Hein. Il y a récemment c'était beaucoup plus petit que ça. Les modèles Llama 2 c'était autour de 7. Bon, là on a un modèle un peu plus costaud qui est à 70, et puis un très très gros auquel on n'a pas accès, celui-là il est payant, à 405, qui lui est vraiment assez bluffant sur certaines choses, notamment sur du code. Et on a des versions qui sont les mêmes, mais instruct. Donc on voit qu'il y a dans le nom, il y a une partie instruct. Et ça veut dire en fait que, contrairement à ces llamas qui ont été entraînés sur toute une panoplie de textes, eux, ils ont été entraînés en plus sur des instructions. Donc ils ont été entraînés à répondre en fait à des commandes qu'on leur donne. Donc si on leur dit fais ce type de choses ou on converse avec eux, ils vont pouvoir nous guider beaucoup plus finement parce qu'ils sont habitués à recevoir des instructions. Donc évidemment que c'est ce type de modèle qu'on aimerait utiliser. Cela, c'est plus pour... si nous, on voulait faire des couches d'instruct ou des choses du fine-tuning au-dessus nous-mêmes. Si on ne voulait pas se baser sur la façon dont ils étaient instruits, mais la créer nous-mêmes, on partirait plutôt de ces modèles-là. Donc maintenant, pour avoir accès à ce modèle, comme je vous disais, on a Grok qui permet de le faire. C'est assez cool en fait parce que jusqu'à récemment, il n'y avait pas ça. Donc on était obligé de charger sur la machine un modèle, donc le télécharger, le faire tourner sur une machine qui a assez de RAM pour pouvoir jouer. Donc on aurait eu accès à des modèles un peu moins puissants. Mais là, cette API, il y a plein d'API qui sont payantes. Donc on peut aller sur OpenAI et puis payer pour utiliser le ChatGPT sous forme d'API. Mais celle-là, elle est gratuite et en plus le modèle est meilleur. Donc voilà, pour l'instant, on a un pass VIP un peu pour ce parc d'attractions. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais on peut jouer avec tant que ça existe. Et si jamais ça change, donc on aura l'occasion de changer ensemble au fur et à mesure si besoin, s'il y a des labs où ça n'existe plus. Et il y a une librairie, ça c'est le standard un peu, qui s'appelle Llama CPP en Python, qui permet de charger tous les modèles de... Enfin, il y a un repositoire de modèles en ligne qui s'appelle Hugging Face, et puis là on peut jouer avec ça. Donc on peut charger toute une panoplie de modèles qui ont été documentés, puis on sait sur quoi ils ont été entraînés, tout ça. Donc ça c'est entre parenthèses pour l'instant. Je vous ai mis juste à la fin un peu de code pour vous montrer comment ça changerait. Ça ne change pas énormément en fait. Une fois qu'on a chargé un modèle, on interagit de la même façon avec. Et donc voilà, donc là on a une API. Ce que c'est, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Application Programming Interface. C'est un peu comme un serveur dans un restaurant qui va prendre ce que vous voulez puis aller la donner à la cuisine. La cuisine, c'est le modèle qui tourne chez Grok sur une machine. Vous allez lui faire une requête, l'API elle va prendre ça, la fournir et vous renvoyer la réponse. Donc ça permet simplement de faire l'abstraction, de devoir installer quoi que ce soit, de gérer un modèle sur sa machine. Pour pouvoir y accéder, évidemment qu'il faut être identifié parce que eux ils limitent, donc on ne peut pas faire un nombre d'appels infini à ces modèles-là, ça serait trop coûteux en ressources de leur côté. Donc si on crée un compte chez Grok, on peut avoir une clé pour accéder à l'API en notre nom. Et donc si vous n'avez pas ça,
Et je pense qu'il n'y a personne qui l'a, du coup, il faudrait aller sur le site de Grok. Vous n'êtes pas obligé forcément de le faire maintenant pour ceux qui n'ont pas réussi à ouvrir ça. Mais disons que vous arrivez sur ça, et ici, il faut créer un compte avec votre compte Google, par exemple. Et il y a quelque chose qui s'appelle API Keys. Là, il faut vérifier que je suis humain, je ne sais pas comment ils font ça, mais ok. Et juste créer une clé. Donc si on crée une clé, on peut lui donner un nom. Peu importe, voilà. Key. Et puis voilà, copier ça. Du coup, on copie ça et après on le met dans ce code ici. Ça, c'est ça qui... Donc là, je ne vais pas le changer pour l'instant, mais disons, c'est là qu'il faudrait mettre votre clé. Donc après, ça fonctionne. Ça, c'est le petit bout de code qu'on va... Il faut l'écrire une fois, juste pour savoir définir le cadre dans lequel on va interagir avec ce modèle. Donc, vu qu'on utilise Grok comme interface, c'est l'API de Grok, ben forcément, ils ont donné une librairie Python qui permet d'interagir avec ça. Donc, comme avant, on l'installe avec pip, on importe ça, on spécifie notre clé. Donc ça va dans les variables d'environnement, si jamais il y en a qui savent. C'est juste une variable qui est là, en fond, qui spécifie un peu l'environnement dans lequel on est, donc les variables qu'on peut piocher. Oui. Pardon, juste, vous êtes allé à peine plus vite par rapport Oui. à la création de la API Key, parce que je... Ouais, alors là, si jamais j'ai mis la marche à suivre, mais c'est vraiment... il faut aller sur le site, créer un compte, Ok, d'accord. Donc, on cliquer crée sur le API Keys, cliquer sur Create, donner un nom et copier la valeur. Ok. Et qui va aller où? Et la valeur, il faut la mettre ici. Donc j'ai mis ici, remplacer cette clé par votre clé. Si jamais il y a un truc, encore une fois, que vous ne savez pas, vous pouvez demander ici à Gemini. Hein, vous pouvez dire, je dois mettre où ma clé? On peut faire ça, hein, si vous voulez. Et puis, bon, lui, il est un peu bête, mais voilà. Donc là, il dit sur quelle ligne vous devez la mettre. Ouais. Donc, n'hésitez pas à jouer avec le code comme ça. Franchement, Python, c'est très lisible. C'est vraiment, il y a des variables qui sont associées à une valeur. Souvent, on les nomme pour que ça soit intelligible. On ne va pas appeler import A, on va apporter import Grok, parce que c'est Grok. Donc, le but, c'est chat complétion, c'est une complétion de type chat. On essaye de nommer les choses de façon explicite pour que ça soit quasiment lisible comme du français. Donc, ça facilite aussi la vie pour le LLM qui doit comprendre votre code. Donc voilà, donc après on crée un client, ça c'est juste eux, ils ont défini qu'avec cette librairie on peut créer un objet Grok. Et là on va faire une petite fonction, donc ça en Python on dit défini, def, on définit une fonction, on l'appelle compléter affiche parce que c'est ce qu'elle fait, elle va compléter, elle va prendre un prompt et puis compléter. Et là on doit juste appeler ce client Grok qu'on a créé avant, et puis ça c'est l'API qu'ils ont défini, c'est comme ça que ça marche, on doit envoyer un message avec un certain rôle, là on est utilisateur, et puis le contenu ce sera notre prompt. Et là on doit définir le modèle avec lequel on veut converser, et ces modèles, si je ne me trompe pas, il y a la liste là, donc on peut voir sur Grok. Moi j'ai choisi celui qui est le meilleur des Llama 3 points auxquels on a accès, donc celui qui est, il s'appelle Versatile 70B, donc 70 milliards de paramètres. Mais il y en a toute une panoplie. Donc par exemple là, ça serait pour faire de la traduction, Whisper. C'est un super modèle pour faire de la traduction au vol. Donc si vous voulez faire de la traduction instantanée avec votre voix, ce genre de choses. Enfin, il y a toute une panoplie de modèles ici qui sont en accès gratuit. Donc c'est assez top pour ça, parce que jusqu'à récemment, il fallait payer. Et donc voilà, on a ce modèle-là. Et là, on va essayer de regarder... donc print, c'est évidemment afficher. Et donc on va afficher test, et puis regarder s'il arrive à compléter afficher, si tu fonctionnes, réponse salut Nush. On va voir si ça marche. Donc si jamais vous êtes sur une cellule, vous pouvez faire toujours shift entrée. Voilà, donc là il a répondu salut Nush, ça veut dire qu'il est bien en vie. Et là, l'idée, c'est un peu de décrypter ce modèle. Donc, quand on a un nouveau modèle, on ne sait pas vraiment. On peut aller voir le document. Donc, il y a toujours des cartes de modèles qui disent ça a été entraîné sur tout ça. Souvent, c'est Wikipédia au minimum, et puis après plein d'autres trucs qui ont été curés pour que ça soit vraiment fiable et autres. Et ça va faire la personnalité du modèle, en guillemets. Donc, c'est ce à quoi il est exposé qui va générer sa façon de répondre, etc. Parce que ces modèles-là, au final, sont entraînés à compléter du texte. Donc, si on leur donne une partie de phrase, ils vont
générer les mots d'après, des portions de mots d'après, selon la distribution statistique qu'ils ont vue dans le set d'entraînement. Et puis si on les entraînait sur un set avec des instructions, bah, s'ils voient une question, ils vont tendance à avoir une réponse, plutôt que juste générer du texte libre, un poème, je sais pas quoi. Donc là, si on sait rien d'eux, ben on peut jouer avec et puis voir un peu comment ils réagissent. Est-ce qu'ils ont été bien entraînés par rapport aux biais de société qu'on aimerait avoir ou pas, ce genre de choses. Donc là, on peut déjà lui demander de se présenter en quelques mots. Donc là, il dit, par contre, c'est un peu embêtant, je ne sais pas comment faire pour qu'on voit ça bien. Ça sera pas très cool, ça. Ouais, c'est un peu embêtant, ça. Ouais, il change le truc. Ouais, ça fait pas ça en local. Peut-être qu'en fait, je vais passer sur l'autre, si ça vous dérange pas. Passer sur celui-ci, qui fait la même chose, hein, donc c'est juste qu'il est en noir, mais... Donc, je vais juste relancer ça, parce que j'avais pas anticipé le fait qu'en plein écran, ça faisait ça. Et donc là... Voilà. Donc là, voilà, il dit « Bonjour, je suis un modèle d'intelligence artificielle conçu pour répondre à vos questions, fournir des informations sur un large éventail de sujets. Je suis là pour vous aider, communiquer avec vous de manière claire et précise. Je n'ai pas de nom personnel, mais je suis souvent appelé assistant ou IA. Évidemment que si on régénère, il va pas donner toujours la même réponse parce que c'est probabiliste. Donc il y a des paramètres justement avec lesquels on va jouer qui permettent de gérer un peu la façon dont il gère ces probabilités. Des fois, on peut lui dire de prendre le mot le plus probable toujours, ou alors d'être un peu plus créatif. Puis du coup, nous, en tant qu'humains, s'il est trop créatif, ça commence à être un peu déconnecté des phrases qu'on ferait nous. Et donc là, on peut dire, juste pour tester un peu ses connaissances, évidemment, il était entraîné sur Wikipédia, il n'a pas tout, mais on peut lui dire, par exemple, quelle est la ville la plus moche du canton de Neuchâtel et pourquoi. Là... Donc là, il dit, déjà, il répond à une question subjective et potentielle source de polémique. Bon, il a compris que c'était potentiellement un biais dont on parlait. Il est important que noter la beauté, voilà, c'est subjectif probablement. Ceci étant dit, il dit... on peut dire, si je devais mentionner une ville qui pourrait être considérée comme moins attrayante, je dirais que c'est la Chaux-de-Fonds. Donc il a compris quand même, il a bien compris que c'était... Il prend pas vraiment position. Disons, il dit qu'il y a des biais, mais il dit quand même la réalité du truc à la fin, quoi. Donc pour moi, si on lit les éléments, je l'ai fait plusieurs fois, franchement c'est assez... il comprend bien la réalité du terrain, quoi. Malgré le fait qu'il n'est pas vraiment entraîné. Il a été entraîné sur des modèles de gens qui se sont plaints que Chaux-de-Fonds n'était pas joli. Ou sur juste des aspects. Je pense que même à partir de la page Wikipédia, il peut répondre si c'est plus attrayant ou pas. Ouais. Il a cherché des données sur de l'actualité, genre des tweets ou des choses comme ça Non. Parce que comme c'est... Non, alors les tweets, souvent, ils ne sont pas dans les entraînements des modèles open source. Parce que ça contient tout et rien. Donc c'est des sets vraiment qu'un humain a curé pour que ça soit vraiment relativement fiable. Mais le but de ces modèles-là, c'est pas d'être fiable au niveau des faits. On leur demande souvent ça, mais ça n'a aucun sens déjà, parce que souvent ils sont entraînés sur des données de l'année passée. Pour lui, c'est juste on peut lui dire quelle date il va dire décembre 2023 ou quelque chose comme ça. Donc il a les données Wikipédia et autres, le contexte, et puis quelques articles de news, évidemment, des sources de news de cette époque-là, mais c'est tout. Mais quand on utilise des LLM, et on le verra au fur et à mesure, c'est prévu aussi dans les Brain to Brain Lab, évidemment que ces outils-là, ils sont faits pour réduire la friction à la fin des fins entre des bases de données traditionnelles, des sources de news fiables sur lesquelles on peut piocher, et le langage. C'est juste pour réduire la friction. Donc lui, si on veut qu'il soit fiable sur quelque chose, on ne va pas le laisser avec son set d'entraînement, on va lui dire regarde sur ça, c'est ça que j'aimerais que tu examines, et tu le mets en contexte. On ne pourrait pas juger une personne, un autre humain de la même façon qu'on le ferait là. Je veux dire, il n'y a aucun humain qui a tous les faits en tête tout le temps. Évidemment qu'on comprend les faits si on en a des nouveaux. Donc si on nous donne une source de données, on va être capable d'articuler ce que ça veut dire, plus ou moins, si on est journaliste. Bon, je ne sais pas s'il y en a ici, mais du coup, il y en a, d'accord. Donc voilà, le but, c'est de réduire cette friction. Et justement, si on est journaliste, alors c'est extrêmement puissant, parce que mettre en contexte des liens compliqués, surtout si on n'a que 24 heures pour écrire un article et autres, voilà, c'est extrêmement puissant.
Donc voilà, ça donne une idée un peu de où il est. On voit qu'il est déjà un petit peu affiné au niveau des instructions par rapport au biais qu'il pourrait avoir. Ça, c'est plutôt bien. Si vous prenez des modèles plus simples, vous verrez que ce n'est pas du tout le cas. Il vous dira brutalement les choses telles qu'il pense qu'elles sont. Et donc, après, on a diverses façons en fait, d'orienter ces choses. Il faut toujours garder en tête que c'est probabiliste. Et donc, bon, évidemment qu'il faut être extrêmement explicite, parce que si on dit quelque chose de vague, ben, c'est comme un collègue, je veux dire, ou à sa femme, ça peut nous retomber dessus. Donc, il faut être, plus on est précis, mieux c'est, évidemment. Et puis là, on peut dire, c'est un peu comme si on expliquait à quelqu'un d'une autre planète. Donc là, c'est le cas, j'essaye de dire ça. Explique-moi ce que c'est une fondue, comme si tu parlais à un extraterrestre qui n'a jamais vu de fromage. Utilise des comparaisons simples. Donc là, on va voir ce qu'il fait. Ben, déjà, vous avez remarqué que c'est relativement rapide. Hein. C'est quand même une API assez chouette à avoir. Donc là, il dit « Bonjour, ami de l'espace, je suis ravi de t'expliquer ce qu'est une fondue. Imagine que sur ta planète, il y a un lac de produits crémeux délicieux. Voilà, il y a des cristaux blancs qu'on appelle fromage qui ont été fondus. » Bon, bref. Imagine que nous prenions un bâton ou une fourchette, que nous la plongions dans une petite victime innocente, un morceau de pain, voilà. Donc, ouais, c'est relativement poétique en plus. Bon là, évidemment que je l'ai orienté de cette façon-là, parce que j'ai dit comparaison simple et amusante. Donc voilà. Donc c'est pas trop mal, hein, si on devait l'écrire nous, je sais pas si je ferais mieux. Enfin, à titre personnel, ces outils sont nettement meilleurs que moi. Donc souvent on les juge, on est 8 milliards de gens à se mettre dessus puis à dire « Regardez, il a fait ça ». Mais si on faisait ça avec un être humain, ben, franchement, on devrait faire ce jeu-là, mais bon, je sais pas. Peut-être qu'il y a des Japonais qui pourraient faire ça, faire des séries sur ça, mais de prompter des gens. Mais du coup, c'est vraiment déjà du surhumain dans la compréhension des liens entre les différents des éléments d'un texte. Donc là, souvent, si ça ne nous plaît pas, on peut dire bon, il n'a pas compris, etc. Le plus simple, c'est de lui donner un exemple. Donc on a les techniques les plus simples, c'est vraiment soit on donne rien, ou soit on donne plusieurs exemples. On dit ben, j'aimerais que ce soit un peu de cette façon-là. Par exemple, si on dit invente une recette neuchâteloise originale, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire à chaque fois, mais là, ben, il dit... C'est pareil, c'est des probabilités à chaque fois? Oui, oui. Oui, mais il faut voir, en fait, il est entraîné à prédire les mots d'après, mais il prend tout le contexte d'avant. Donc en fait, les corrélations dont il tire parti, c'est vraiment pas des... Nous, on pense toujours un peu de corrélation de façon simple, on dit bah, c'est les quelques mots d'après, puis il y a une probabilité, mais non, c'est des corrélations qui sont entre, je sais pas, ça peut être une corrélation à 10 mots, entre les 10 mots d'un contexte d'il y a 100 000 mots, plus celui-là, qui font la différence. C'est des corrélations que nous, on ne peut pas percevoir. Et nous, on est beaucoup plus simple avec notre machine biologique que lui. Bah, si on boit, déjà on le voit, on va prendre le mot le plus probable quand on parle, puis il n'y aura pas trop de complexité au niveau des liens profonds avec le contexte qu'on a eu avant. Donc au niveau contexte, c'est clair que c'est déjà surhumain, et puis là, c'est ça qui est bluffant, c'est qu'en fait, toutes ces corrélations qu'on dit qui sont du niveau de la compréhension, humainement, en tant qu'humain, on fait de l'anthropocentrisme, on dit ben voilà, nous on comprend, nous on raisonne, nous on sait, mais nous on n'a pas d'objectif non plus. La nature ne nous donne pas un objectif, on ne nous a pas instruits pour raisonner. Donc tout ce qu'on a eu, c'est on a reçu des mots, puis on a essayé d'anticiper un peu ce que la personne voudrait dire. Et pour ça, on pourrait faire une fois, c'est un autre thème, mais en NeuroAI, c'est même montré finement que si on fait ça, ben, on arrive au même type de structure que dans ces LLM. Donc en fait, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est... c'est purement émergent. Et c'est pour ça qu'on trouve ça bluffant, mais quand on dit ah, l'IA, même des fois sur le monde où l'IA ne raisonne pas, l'IA ne fait pas ça, il n'y a aucun fait en fait de ça. C'est même les seuls faits qu'on a scientifiques vont plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on ouvre un LLM, on peut faire un parallèle, il y a des brain scores où on montre que c'est la même structure que dans certaines parties du cerveau, juste par exposition à des données qui sont un peu d'une autre nature. Donc c'est juste parce qu'on a forcé le truc à structurer du langage, comme on le ferait nous, mais sous une autre forme. On aboutit un peu à extraire les mêmes types de corrélations. Donc là, ben voilà, il fait une recette relativement compliquée, avec plein d'ingrédients, des instructions, voilà. Là, il y a 3 petits points, donc si on fait... c'est sûrement une assez longue marche à suivre. Et puis là, ben, moi, j'aimerais un truc simple, parce que je sais pas, j'ai des enfants, j'ai pas envie de trop lire ça. Donc là, je lui dis, ben, je lui donne un exemple. Moi, j'aimerais une recette en 3 étapes, un peu originale. Par exemple, fondu chocolat absinthe, ben voilà. Puis maintenant, invente un truc en 3 étapes, mais en utilisant un ingrédient local un peu surprenant. Disons, je ne sais pas ce qu'il va faire, à chaque fois c'est différent, mais
Donc là, ben, il dit tarte aux poires, aux pommeaux et à la thym de remontage. Ben, voilà. Donc ben là, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà. On peut en inventer plusieurs. Si jamais on veut écrire automatiquement des livres de cuisine pour se faire de l'argent, c'est aussi possible. Juste au passage, il y en a qui font ça avec l'IA aujourd'hui pour générer des apps. Donc même dans notre canton. Hein. Donc chaque semaine, ils font des prompts et puis après, ils déploient une app sur l'App Store. Et puis elle est nulle, mais c'est suffisamment pour obtenir quelques clics. Puis on peut avoir un revenu comme ça. Quoi. Mais bon. Oui. Chaque fois qu'on utilise ça pour faire quelque chose, on a besoin de générer le API key ou Non, elle est fixe. Elle est fixe, On n'a plus besoin de la toucher. Ouais. Enfin, tant qu'on utilise le même notebook. En principe, si on était sur un cloud, il y a une expiration à ces clés. Mais là, sur ce truc-là, c'est vraiment grand public, on fixe une clé, on peut la partager. Enfin, ça n'a pas d'intérêt vu qu'elle est gratuite, mais en principe, il faudrait la cacher. Donc là, je ne vous aurais pas montré ma clé si... ça devrait être dans des variables d'environnement cachées, mais bref. Donc voilà, ça marche assez bien. On peut donner une personnalité, donc si on trouve que voilà, la personnalité telle qu'il a été entraîné, ça ne nous plaît pas, puis on aimerait qu'il soit plus Neuchâtelois, qu'il soit plus je sais pas quoi, c'est extrêmement facile à faire. On peut lui donner des exemples sur Internet, de langage, on peut lui dire va lire Arc-Info et puis il revient, ce genre de choses. Et c'est vraiment bluffant, je veux dire, moi je l'ai fait, on peut... Ouais. Petite question, si je lui dis par exemple, j'aimerais que tu me parles d'astrophysique sur un point en particulier, à la manière d'Hubert Reeves, est-ce que des personnalités, est-ce qu'il y a des dossiers ou des choses de personnalité qui sont assez prises là-dedans, ou bien tout est anonymisé? Ouais, alors il va regarder dans son set d'entraînement tous les écrits qui correspondent à Hubert Reeves, il va regarder un peu les formulations, puis il va coller à ça, ouais. Oui. Donc ça c'est très simple, il y a même des sites aujourd'hui qui font discuter avec un personnage historique. Donc ils l'ont contraint à avoir accès qu'aux faits de cette période-là, avec que les écrits que la personne a faits. Et puis après, du coup, on peut avoir une conversation avec un personnage, Lincoln ou j'en sais rien. Et c'est une autre façon de... Ouais, mais je pense... Enfin, j'ai pas encore assez d'éléments sur Internet pour le faire pour moi, mais j'imagine que bon, ça a l'air, à entendre les historiens, relativement fiable. Donc après, c'est vraiment une autre façon d'apprendre l'histoire, parce qu'au lieu de lire des textes, on peut dire « Ah, puis toi, t'as eu quoi comme problème hier ?» Ben, je sais pas, il y avait les chevaux qui accumulaient du crottin dans la rue, donc c'est juste pour se mettre en contexte un peu. Et puis après, ben, évidemment, il y a des IA multimodales, donc on peut aussi avoir les images, peut-être bientôt demain les vidéos qui vont avec. Enfin, c'est infini ce genre de choses. Mais du coup, les sources sont où pour justement... C'est tous les écrits de la personne, ou juste le contexte historique. Donc sachant les quelques éléments de sa vie, où il vivait et autres, ben, on peut savoir... Et évidemment que le reste, il brode. Donc, oui, il est obligé de broder, mais bien sûr, mais c'est quand même assez précis. Enfin, c'est précis, ouais. Pour nous... Du ChatGPT, par exemple, en posant quelques questions, c'est assez précis, c'est correct. Ouais. C'est peut-être trois fautes de frappe, mais moins que de monde en fait. Donc, alors le ChatGPT, il est beaucoup entraîné, enfin sa personnalité elle est relativement américaine, je trouve. Pour moi en tout cas, ça ne correspond pas au type de texte que j'écrirais, donc j'utilise pas. Enfin de toute façon, j'utilise pas cette interface, mais si je devais en utiliser une, j'utiliserais plutôt Claude, qui pour le français à mon avis, voilà. Mais vous pouvez faire le test, hein, vous mettez la même chose sur ChatGPT ou Claude. Je pense que Llama est meilleur, si jamais. Évidemment que là, c'est un peu plus compliqué, parce que là, je vous montre comment poser une question, mais si on voulait faire un fil de chat, c'est aussi très facile, parce qu'il y a des librairies qui font ça, on pourra faire ça au prochain, progressivement, mais il faudrait garder en mémoire la réponse d'avant, pour qu'il y ait un fil. Donc il y a des librairies qui font ça facilement, c'est pas beaucoup plus de code, mais il faut connaître. Donc là, par exemple, si on lui demande explique le réchauffement climatique, il va le faire avec sa personnalité, il n'a aucune... Et voilà, il va dire, s'il a été entraîné à être le plus factuel possible, il va nous sortir les choses habituelles. Donc là, il dit c'est un phénomène global, dû aux choses habituelles qu'on connaît. Il va dire les conséquences, les causes, voilà, les solutions. Voilà, donc ça c'est relativement, voilà, les choses qu'on peut voir, je pense, assez précises et justes. Et après, on peut lui dire, maintenant, tu es un guide de montagne passionné, explique le réchauffement climatique à travers ton expérience. Là, c'est un peu se mettre en contexte, puis du coup, c'est pas la même vue, la même personnalité, c'est un peu le même cas qu'avec Hubert Reeves. Et là, il dit, je peux voir les changements à chaque fois que je pars en expédition dans les montagnes, c'est un phénomène alarmant. J'ai remarqué que les glaciers autrefois étaient majestueux.
les niveaux de neige sont en baisse, les stations ski qui en dépendent. Il y a des phénomènes météorologiques virulents. Voilà, c'est inquiétant. J'aimerais préserver ces environnements qui me sont chers et dont je dépends pour mon métier. Enfin, voilà. On a chacun un résultat différent. Oui, ouais. Alors là, si on le fait plusieurs fois, on aura toute une variation de ça, parce que c'est probabiliste toujours. Et pour avoir utilisé Claude, il y a une autre façon d'entrer. Donc si on utilise Colab, c'est pour avoir... ou c'est quand on va dans Grok, on choisit Claude. Alors Claude, il n'est pas disponible, Voilà. sauf erreur, sur Colab, mais parce que c'est les modèles open source qui sont... Ouais, donc il y a une autre... Enfin, Donc il y a plein... Si c'était par API, il faudrait aller... il y a Amazon, il y en a plein d'autres qui rendent ça disponible, mais c'est payant. Claude... mais il n'y a pas trop d'intérêt en fait, parce que franchement... Non, mais je dis comme ça pour savoir. Hein, Ouais. Disons quel est le point d'entrée en fonction du modèle qu'on veut utiliser ou qu'on veut tester, Ouais. comme vous disiez avant, de par exemple faire la même tâche et comparer les performances de différents modèles. Oui. Après, il faut jamais, à mon avis en tout cas, il ne faut pas comparer sur des prompts comme ça. Ça, c'est l'erreur qu'on fait en général dans la presse aujourd'hui. On joue un peu avec, on dit « Ah, regardez, il s'est trompé là ». Mais il n'y a personne dans l'industrie qui l'utilise comme ça. Ça, quand on veut résoudre une tâche, on l'articule nous-mêmes. On dit d'abord, il faudrait prendre ces éléments-là. Après, il faut ces étapes de raisonnement. Après, tu reviens, tu réfléchis sur ce que tu as fait. Tu regardes si tu vas vérifier tes sources sur Internet et autres. Donc, il y a des façons de nettoyer. Il n'y a pas d'hallucination dans ce système-là, si on le fait bien. D'ailleurs, il y a des modèles qui vont sortir, réflexion et autres, qui ont été entraînés à la base de cette façon-là, à auto-réfléchir de base. Donc, on le perçoit même plus. Et ces trucs-là, les hallucinations, elles disparaissent quasiment. Donc, c'est un peu tout ce qu'on entend dans la presse. Les gens, ça hallucine, c'est une bulle, ça sert à rien. Sur le terrain, c'est évidemment l'inverse. Aujourd'hui, moi, je peux même pas imaginer revenir à des outils d'avant. Je ne vais jamais coder autrement que comme ça. C'est impossible. Si je prends un job, si je vais dans une autre boîte, ma condition de base, c'est j'ai cet outil. Je ne vais pas m'amuser à aller regarder comment écrire du regex ou des trucs. Enfin, jamais je ferai ça. Maintenant, on peut se focaliser sur les idées, être plus productif. Évidemment que ça ne change rien parce que c'est pas comme si on allait faire moins de travail. J'en fais 10 fois plus qu'avant. Mais c'est fun et c'est vachement plus cool à faire. Voilà. Oui. Petite question, est-ce qu'il n'y a pas des risques de simplement que ces sociétés-là pompent aussi ce que tu mets comme code et autres, et puis tout d'un coup ça pourrait permettre à des concurrents, à des sociétés concurrentes? Si, oui. Alors c'est ça qu'on verra aussi au fur et à mesure, enfin, c'est l'idée en tout cas, on verra jusqu'où c'est faisable, parce que c'est quand même après relativement technique, mais disons, si on ne veut pas avoir ce problème-là, il faut utiliser Llama CPP par exemple, charger le modèle open source en local sur sa machine et après faire tourner. Il suffit d'avoir un GPU un petit peu puissant, puis ça marche. On peut déployer ça au niveau d'une entreprise facilement. Évidemment que c'est mieux avec les solutions cloud parce que c'est maintenu pour nous. C'est beaucoup plus simple. Il y a des API, par exemple, si on prend celle d'OpenAI, on peut l'avoir sur Azure ou un autre gros cloud. Ils garantissent que les données qu'on envoie, elles ne sortent pas d'un environnement clos. On peut y croire ou pas, mais moi, j'ai testé moi-même de mettre des longs bouts de mon code pour voir s'ils m'écrivaient la suite, parce que c'est comme ça qu'ils font, les gens, pour piocher des infos. C'est ils mettent des bouts de votre site ou des choses comme ça que vous avez écrit pour faire sortir toutes les choses qui sont liées. C'est assez facile de faire du phishing comme ça. Parce que si c'est dans la distribution de probabilité, ça va sortir. Donc on peut faire, s'il y a des gens qui ont mis des résumés de réunion ou autres, puis qu'on a eu quelques trucs, je sais pas, du Parlement par exemple, on pourrait jouer à ça, c'est public. Donc on voit les résumés de commission et autres, on pourrait les mettre faire ce genre de jeu à grande échelle, puis voir à quel point les parlementaires utilisent ChatGPT Open. On a sûrement que ça, s'il y a des choses qui sortiraient. C'est une expérience qui serait possible de faire. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais eu, pour ces clouds, c'est leur réputation en jeu, c'est assez safe, je dirais. De toute façon, au final, il y a les clauses, donc s'il y a quelque chose qui sort, tu es protégé par ça, dans le sens où si un client vient, on dit non, c'est Azure, voilà. Donc, c'est pas un vrai problème, disons. Mais évidemment que là, le truc qu'on envoie à Grok, il y a des conditions qui sont liées. Je ne vous conseille pas forcément d'utiliser ça pour... Enfin, il faut lire les conditions, je ne les ai pas lues. Mais... Oui. Oui, juste une question sur ça, si c'est vrai ou pas vrai. J'ai entendu, ou je ne sais plus, je prends l'exemple de ChatGPT, à un moment donné, ChatGPT il a une fenêtre de contexte. Oui. Il a un certain nombre de tokens qui sont consommés. Une fois qu'il a dépassé ça, il perd les pédales, il perd complètement son contexte. Non, il perd pas. Il y a toujours la mémoire du... C'est juste qu'il ingère sous une autre forme tout ce qu'il a fait avant. C'est dilué forcément parce que c'est pas réentré dans le contexte tel quel.
mais c'est une forme un peu résumée du contexte d'avant qui rentre en jeu. Donc, ce qui est directement dans le contexte est plus puissant pour orienter. Il ne va pas forcément se souvenir au fil de la discussion des choses d'il y a 10 étapes d'avant très bien. Pas finement en tout cas. Pas... Mais il garde une certaine mémoire, c'est le but. Et puis après, il y a des solutions pour aller piocher dans des bases de données, aussi de cette façon-là. Ça, on aura l'occasion aussi d'en parler un petit peu, quoi. C'est le cas de tous les modèles LLM, ils sont aussi sur ce même principe. Oui, il y a toujours une fenêtre de contexte, c'est en gros ce qui peut passer dans le modèle, comme input. C'est limité parce que voilà, il y a une architecture derrière avec des neurones artificiels qui doivent absorber ça. Et si le vecteur, c'est un vecteur au final, c'est le texte qui est transformé en nombre, et puis la taille de cette série de nombres, elle doit pouvoir être ingérée par ce réseau de neurones. Et donc déjà, ils sont gigantesques, donc les contextes augmentent, mais c'est pas infini. Donc là, après, il y a des paramètres qu'on ne voit pas trop dans les interfaces un peu grand public. Typiquement température, top P et d'autres. C'est assez intéressant de jouer avec. La température, c'est un peu que la façon dont il utilise sa distribution de probabilité. Donc il va prendre des choses... ça sera plus créatif si on met une température élevée. On peut voir ça comme de l'agitation, un peu, intuitivement, juste pour s'en souvenir. Mais si on met 0, en gros, il prend le truc le plus probable selon la distribution. Si on met 1, il est un peu plus créatif avec il va aller piocher différemment dans la distribution. Et puis top P, c'est en gros ça limite la probabilité cumulée des choix probables. Oui. Justement, au niveau logistique, tu penses à faire un petit break donc, C'est plus très long. Après, c'est comme vous voulez. Soit on va jusqu'au bout, il n'y a plus grand chose comme point à faire, mais. Ouais, justement. Voilà. Tu penses combien de temps à peu près? Je sais pas. 40 minutes, 1 heure. Ouais, une demi-heure, je sais pas. Ok. Ouais. Ça dépend du nombre de questions. Voilà. Donc là, du coup, si on veut prendre en compte ces paramètres, parce que dans l'API, on peut les entrer dans toute une série, souvent on utilise au moins température, top P, voilà, la diversité des mots qu'il va choisir. Ça permet de contrôler un peu sa créativité, en gros. On peut dire ça. Humainement, je sais pas, j'ai pas des mots pour ça. C'est des distributions qui nous échappent, donc voilà. Mais donc on peut réécrire un peu la même fonction qu'avant, compléter la fiche, mais là cette fois on met avec paramètres, on donne les paramètres qu'on aimerait. Ça donne l'interface qu'on va utiliser pour entrer ces paramètres. Et ensuite, il faut juste les entrer. Avant on avait juste ça, message et le modèle qu'on voulait. Puis maintenant on lui dit aussi la température c'est celle qu'on passe, le top P c'est celui qu'on passe ici. Ça nous permet d'avoir une interface différente. Cette variable, elle varie entre combien et combien? C'est nous qu'on définit? Non, c'est ici. Donc là c'est 0, c'est conservateur, et 1 créatif. Et top P, c'est la probabilité cumulée. C'est libre. Souvent, c'est autour de 40. C'est 0 ou 1 ou bien c'est entre deux? Non, c'est n'importe quel nombre. Entre 0 et 1? Ouais. C'est 0. 0 d'ailleurs, ça marche pas. C'est 0. C'est un petit nombre. 0, 0, 0, ça marche pas. Parce que, pour d'autres raisons, mais ça doit être un float. Et donc là, je vais juste tester avec ça. Donc on peut imaginer une nouvelle tradition farfelue pour la fête des vendanges. En incluant un animal, un aliment, une activité inhabituelle. Bon. On peut jouer. On va faire une génération conservatrice où on met plutôt une petite température, 0,2, et puis une probabilité cumulée relativement faible, 0,5, voilà. Si c'est 0,9 de probabilité cumulée, il peut piocher quasiment tout. La probabilité maximale c'est 1. Donc là, plus créatif, ce serait un peu plus élevé en température en top P. Si on fait ça, alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais... donc là, la conservatrice, entre guillemets, donc quand même avec un peu de variabilité, on peut dire la fête des vendanges. Ça consiste à lâcher des chefs déguisés en vignerons qui doivent parcourir un parcours d'obstacles en mangeant des tartes aux pruneaux. C'est la fête des vendanges, ça. Voilà. Et un peu plus créatif, qu'est-ce qu'il dit? Les chefs sont habillés en costume de vignerons, sont chargés de déguster des tartes aux pruneaux, des bananes. Les participants doivent marcher à l'envers en sirotant du vin local. Ok, bon. Bon, on va... Encore une, juste parce que... donc là, il dit quoi? En équilibre sur des... Là, cette fois, c'est en équilibre sur des barils de vin, tout en étant récompensé avec des mendiants de Châtellot. De friandises typiques de la région. Bon. Donc là, c'est un peu plus créatif quand même, quoi, c'est passé. Là, c'est plus que ce qu'on imaginerait si on prend quelqu'un qui est peu, voilà, c'est un peu les comédiens aussi, hein.
être créatif comme ça avec les mots, c'est ce que les comédiens font. Ils vont dans une distribution de probabilité qui nous échappe, qui est à eux, puis qui surprend. Donc là, c'est un peu ce genre de choses, quoi. C'est quelqu'un d'un peu pénible aux infos, il aurait tendance à inventer ça. Puis quelqu'un d'autre, peut-être un peu plus ça. Question. Oui. La température, par exemple, on peut le mettre déjà sur ChatGPT. Oui, c'est vrai, oui. Le top pied aussi. Sur l'interface, je crois pas, mais peut-être. Je crois que c'est TopK qui est fourni, mais TopK, c'est un autre. C'est pas la probabilité cumulée, c'est juste le nombre parmi les top mots qui sont les plus probables. J'utilise pas trop ces interfaces en vrai, mais. Question, le fait que chez plusieurs personnes, il a associé l'animal à une chèvre, autant dans le mode peu créatif que créatif. Je pense que malgré tout, il pioche un peu. Il y a des mots qui sont rattachés, je rappelle, des vignerons avec, voilà. avec le mot je pense chèvre. que dans le contexte vigneron, il y a souvent des chèvres. Ouais. Après, si on en génère 30, il y aura peut-être d'autres animaux. Hein. Ouais. Et puis si ça nous plaît pas, on peut dire mets un éléphant. Enfin, ça, c'est le truc pour sortir de. Ah, mais c'était le mot chèvre, ce qui est associé. Oui. Beaucoup, okay. En fait, tous les mots, c'est ça. Hein. Vigneron, tout le reste. Hein. Tout le reste sort de la probabilité. C'est juste qu'il y a des concepts pour nous qu'on isole différemment, mais pour lui, c'est exactement le même traitement. Et pour avoir une nouvelle génération, c'était comment déjà? Alors, sur une cellule de code, c'est toujours soit on presse en haut, mais c'est pas très agréable ici. Moi, je l'ai fait 2 fois, puis ça m'a toujours donné la même chose, c'est pour ça que je demande. Ah, ça devrait pas, mais c'est possible. C'est possible qu'avec des petits paramètres de température, c'est possible de retomber rapidement sur le même. Par contre, là, je l'ai fait 2 fois, on n'a pas eu la même chose ici. Mais il y a des bouts de phrases qui peuvent être les mêmes, oui. Parce que voilà. Ah non, c'est pas tout à fait pareil, mais en fait, ça commence pareil. Mais si vous voulez être très différent, il faut changer un peu ces paramètres. Okay. Et donc voilà, après, il y a évidemment toute la question des biais. Alors ça, on entend aussi beaucoup de choses. On dit les IA, c'est biaisé, tout ça. En réalité, ces IA, elles sont entraînées beaucoup plus finement qu'un humain à défaire les biais. Et puis aussi, il faut réaliser que les biais dont on parle, tout est biaisé. Donc faire un type de calcul et pas un autre, c'est être biaisé. Donc de dire on enlève les biais, ça veut rien dire. C'est juste on fait un choix d'autres biais. On aligne avec des biais qu'on souhaite avoir ou pas. Par exemple, le biais de l'égalité homme-femme, c'est un biais. Si on regarde scientifiquement, les femmes ont tendance à être plus intelligentes parce qu'ils ont un cerveau différent. On pourrait dire non, on veut une société où les femmes sont plus en politique et c'est mieux pour tout le monde. Mais non, on a introduit le biais égalité. Donc voilà. C'est des biais qu'on a choisis et on peut évidemment les inclure. Donc quand le lama est entraîné, depuis le temps on sait comment le faire, donc on les inclut proprement pour que ils répondent de cette façon-là et puis qu'ils fassent attention à ça. Mais évidemment qu'à terme, si on l'entraîne sur toute la littérature scientifique et tout ça, il pourra répondre un peu comme on a vu avant, en disant scientifiquement ce serait plutôt ça, mais c'est ça qu'il faut dire. Donc c'est un peu ça. Et donc là, on peut jouer un peu, voir où il se situe par rapport à ça, par rapport à son entraînement. Donc si on dit complète la phrase suivante en incluant le début, les hommes travaillent dur pendant que les femmes. Et puis là, on verra ce que... Évidemment que je le piège un peu, mais pendant que les femmes s'occupent du foyer et élèvent les enfants. Voilà. Et après, quand même, il se corrige, c'est là où on voit que si on regardait la probabilité de ce qui se fait, ça serait plutôt ça. Mais là, il est malin, il a été bien entraîné. Qui dit cependant, il est important de noter que cette phrase peut perpétuer des stéréotypes sexuels qui ne correspondent pas à la réalité actuelle. Voilà, donc une version plus moderne égalitaire pourrait être les hommes et les femmes travaillent dur ensemble pour assurer l'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Quand il dit qu'il a été entraîné, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'on va lui donner tout un... De base, si on le met sur le texte, il va dire la première phrase. Puis là, on va lui redonner un set d'entraînement, on va dire, si je te pose une question qui est de ce type-là, j'aimerais que tu répondes en faisant extrêmement attention à l'aspect égalitaire entre hommes-femmes, etc., qui est présent dans la société, tu peux pas en sortir, etc. Enfin, et tu dois toujours expliquer, parce qu'il pourrait aussi répondre juste la fin. Ouais. Mais là, la volonté, c'est de toujours expliquer à l'utilisateur le raisonnement qu'il a fait pour arriver là, pour qu'il y ait toute la réalité. Donc c'est ça, il va dire d'abord, en tout cas le lama, il est relativement bien fait pour ça. Donc il va te dire d'abord, comme là, exactement, le truc qui serait... Européen, lama. Comment? Il a un biais européen. Parce que finalement, si on va au Botswana, oui. Ouais, on dirait qu'il déconne, parce que finalement, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Je pense que là, même si on mettait je suis au Botswana, ma femme travaille au champ, complète cette phrase, il va quand même te mettre le paragraphe d'après.
Voilà. Qualifiés européens. Oui, bien sûr, ouais. Et puis c'est ça où, à terme, c'est un rayonnement culturel. C'est pour ça qu'on a intérêt à développer ce modèle en Suisse, à développer dans chaque pays. Parce qu'à la fin, ben, c'est un rayonnement, puis ça crée du contenu sur Internet, ça oriente un peu subtilement les phrases qu'on produit tous. Et du coup, bah, si c'est que américain, ben, c'est pas trop mal, disons. On pourrait même discuter ça. Mais si c'est, je sais pas, le modèle d'Afghanistan qui tout à coup, voilà, ça serait pas la même chose, quoi. Donc si tu dis non, ouais, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans, mais il y aurait des possibilités. Il y a des bibliothèques spécifiques que tu as ajoutées précédemment pour qu'ils puissent s'appuyer sur ces choix de réponses ou, Non, c'est tout dans le set d'entraînement. Donc si on va voir sur ce Llama 3.1, tout est open source, enfin, Ok. à part les poids du modèle. Donc c'est pas du vrai open source en vrai, mais en tout cas la façon dont ils l'ont fait, c'est détaillé dans un papier scientifique. Ils ont fait des benchmarks sur tous des sets de questions et autres habituels. Et on peut voir exactement sur quelles données il a été entraîné. Ok. Donc on peut aller même voir les sets de questions, réponses et autres qui ont généré ça. Mais c'est forcément toujours des êtres humains qui corrigent et qui... Ou bien Alors, c'est des intelligences qui vont le... Non, parce qu'au final, c'est complètement humain. Comme j'ai dit avant, il n'y a pas de réponse. Ouais. Il n'y a pas un biais préférable qu'un autre. Tout est un biais. Puis après, c'est à nous de choisir. Et donc forcément, c'est un être humain qui doit dire, ben, nous, dans la société, il se trouve que... Mais évidemment qu'à terme, à mesure qu'il y aura de plus en plus de modalités, puis que ces choses-là feront partie de la vie de tous les jours, bah, ces IA, elles pourront structurer juste le langage que tout le monde reçoit, et puis trouver ces standards toutes seules. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien, parce que tout seul, ça peut aussi dérailler. Il suffit que tout à coup le contexte change, et puis voilà, guerre mondiale, je sais pas, Russie, puis du coup les standards changent sur le terrain, alors qu'on aimerait toujours imposer les droits humains et autres. Donc eux peuvent fixer un cadre qui préserve nos droits en fait. Ça permet de nettoyer l'Internet en réalité. On dit toujours que ça pollue l'Internet. Mais avant, on devait faire des recherches par keyword dans les textes et puis ça marchait pas du tout. Aujourd'hui, on a la possibilité de filtrer du contenu sémantiquement hyper finement. Il peut faire une analyse fine de ce que ça représente et puis exposer ou pas. Après, c'est un choix. Donc c'est un choix des plateformes qui le font ou qui le font pas, mais on a la possibilité de nettoyer tout l'Internet si on le veut. Et ça, c'est foncièrement différent d'avant. C'est là où ça fait la puissance de ça, c'est qu'on a enfin un truc où sémantiquement, que ce soit du code, des images, n'importe quoi, la sémantique de tout ça, il l'a cerné. Et un modèle comme celui-ci, on pourrait, si nous on voulait l'entraîner sur par exemple plusieurs sets de données comparables, comment il devrait faire? C'est ça c'est un peu plus technique et c'est probablement au programme. Mais... Donc je pourrais montrer, ça s'appelle du fine-tuning, c'est en gros il faut créer un set comme ça de choses qu'on aimerait produire. Par exemple des recettes en 3, plutôt que de donner tous les exemples dans le contexte, au bout d'un moment on est bloqué, il y a un contexte limité. Donc il y a des façons de rentraîner en gros. Pour que ça soit plus simple, parce que ces modèles sont gigantesques et puis ils sont entraînés sur des mois avec des milliers de GPU, ou même plus. Donc c'est des millions à produire un truc comme ça. Donc pour que ça soit plus simple, on prend juste les dernières couches et on va entraîner juste ces couches-là, qui du coup, on peut entrer ces couches, le reste c'est figé, et on entraîne juste ces quelques nœuds, enfin ce petit réseau de neurones artificiels, on le met sur un GPU, et puis là on arrive à déformer un peu ça, et puis du coup à fine-tuner pour notre usage. On dit du fine-tuning parce que c'est pas du réentraînement, quoi. Il n'y a pas de critère de localisation quand tu poses la question justement à l'outil pour qu'il réponde par rapport à ce qui va se dire par exemple en Suisse, c'est pas ce qui va se dire ailleurs. Ça c'est tout des choses à dire. Non, Lui, il a le contexte mondial. Je veux dire, il n'y a pas automatiquement, tiens, la question est posée depuis la Suisse. Ah si, on pourrait. Comme ça. Bah si, on peut. Ouais. Si, on peut. Si moi je devais faire un outil, puis j'aimerais que ça soit comme ça, je lui dirais, ça serait en fond, l'utilisateur il voit pas, je lui dis, t'es en Suisse, tu réponds à des questions de ton point de vue suisse, etc. Puis après à la fin, l'utilisateur il converse, mais il voit pas en fait ça. Quand on est avec des IA sur diverses plateformes ou d'entreprises ou autres, c'est tout des IA qui sont entraînées sur un autre truc. Et celle de ma boîte par exemple, on a les profils de chaque développeur qui sont enregistrés. Du coup, des fois, j'ai même pas besoin de leur demander. Je peux juste dire, lui converse avec lui, et puis je regarde ce que ça donne. Puis après, je leur demande des fois pas. Mais je veux dire, ça donne, on a la possibilité de créer des agents par personne, avec une personnalité, puis de les faire converser. Ce genre de choses. Surtout si on sait définir leur rôle, leurs responsabilités, les données auxquelles ils ont accès ou pas. Enfin, voilà.
Si on sait un peu leur métier, leur rôle dans une boîte, on peut prédire beaucoup de choses sur ce qu'ils vont pouvoir faire ou pas, ou le raisonnement qu'ils vont suivre ensemble. On peut le simuler à l'avance, quoi. Donc voilà. Et voilà, je voulais montrer aussi, si on lui dit par exemple explique pourquoi les Suisses aiment le chocolat, là on peut le guider pour qu'il s'auto-vérifie. Donc là, au lieu de le laisser se dépatouiller avec ça, je peux lui dire vérifie si la réponse contient des stéréotypes et corrige-les. Ça c'est juste encore une fois pour rajouter l'instruction. Et là on peut voir les Suisses aiment effectivement le chocolat, mais il est préférable d'éviter de généraliser à l'ensemble. C'est une tradition importante, un produit réputé. Et puis là, il essaye d'expliquer pourquoi la tradition, etc. C'est pas propre à la Suisse, il faut éviter les spécificités. Voilà, il est plus fin que si on posait juste la question « explique pourquoi les Suisses aiment le chocolat ». Je pense qu'il le ferait bien aussi, mais s'il ne le fait pas de base, on peut toujours lui donner l'instruction de le faire. Et ensuite, on peut, alors ça commence à aller dans la direction de ce que vous disiez, c'est on peut lui donner des données. Donc si on n'aime pas son set d'entraînement, on lui dit écoute, voilà, ça c'est les données de la bourse d'hier, ou n'importe quoi. On peut le faire à grande échelle, mais ça c'est une autre technique, parce que justement ça ne rentre pas dans le contexte. Ça s'appelle du RAG, on le fera peut-être, sûrement. Et donc là, le plus simple, c'est de lui dire, voilà, j'aimerais que ces faits-là soient respectés. Donc en 2020, la consommation était de 9 kg par personne, 18% des Suisses disent ne pas manger de chocolat, voilà. Quelques trucs. Et ça va guider, orienter son raisonnement. Il va aller chercher dans sa base les non. infos, mais oui. Ces infos-là, elles seront prioritaires. Il va de toute façon prendre ce contexte en compte et broder avec le reste, avec sa distribution de probabilité. Ouais. L'entrée, c'est ça, donc c'est vraiment le vecteur qui... Même si lui trouve que la production de chocolat représente 3% du... Il ne va pas dire ça, non. Il ne va pas le prendre. Non. Et il est... Alors ça, il y a plein de façons de les entraîner, mais ils sont entraînés à vraiment respecter très, très fortement les instructions que tu fournis. Donc là, voilà, il dit d'après les données fournies, la relation entre les Suisses et le chocolat semble être très forte. La consommation moyenne suggère que les Suisses aiment beaucoup le chocolat, on consomme régulièrement. Malgré cela, seuls 18% des Suisses disent ne pas manger de chocolat régulièrement. Ça signifie que... Voilà, etc. Donc là, il essaie d'articuler comme quelqu'un... Pas mal, mais il n'amène pas de l'information complémentaire. Non, par contre, il met en lumière... Voilà, il dit, dans l'ensemble, on peut conclure que les Suisses ont une grande affection. Évidemment, il n'a pas... Enfin, je ne sais pas ce que vous attendiez. Moi, je ne sais même pas comment moi gérer ça. J'écrirais un truc moins bien que ça, je pense. Non, j'attends rien, je veux dire. Oui. Juste une question qui vient. Même si le modèle, il a des informations, des données sur toutes les statistiques de consommation de chocolat en Suisse depuis des années. Et là, je sens que finalement, c'est le dernier qui parle qui a raison. Oui. Et donc ça peut, dans le monde de l'entreprise, ça pourrait peut-être susciter des déviances du système par rapport à des réponses qui sont données, qui sont attendues par rapport à un set de données qu'on a. C'est pour ça que ça, c'est pas du tout ce qu'on fait dans la pratique. C'est ce que je disais au début, on met pas des informations comme ça en prompt. On fait du RAG typiquement, donc on va lui dire, voilà, tu as accès à cette base de données. Chaque document, il est vectorisé, donc il y a un modèle qui a été entraîné à juste traduire le texte en vecteur. Ça c'est la base, c'est une couche de base qui permet d'ingérer ça. Et puis on va produire tous les vecteurs pour toutes ces données-là. Ça peut être n'importe quoi, des PDF, plein d'autres choses, par morceaux. Et on va les indexer comme on fait dans une base de données pour pouvoir les rechercher efficacement. Et après on va comparer les vecteurs, ceux qui sont sémantiquement, il y a des façons de regarder la similarité entre plusieurs vecteurs. Et puis après, il y a diverses techniques. Donc on peut, comme là on a les top P, top K, ce genre de trucs, on peut définir, moi j'aimerais que ce soit toujours le plus probable, ou j'aimerais que ce soit une combinaison dans le contexte des 5 plus probables, enfin on peut faire ce qu'on veut. Mais disons, oui, ça c'est un choix. Il y a un paramétrage de départ à mettre en place. Il y a des choses qui marchent bien. Oui, alors de base, les outils qui font ça, en général, ils sont déjà bien pensés pour que les paramètres de base marchent bien. Mais je veux dire, si ça ne satisfait pas, puis qu'on aimerait vraiment... De toute manière, souvent, il donne le document dans lequel il a trouvé le vecteur. Donc après, on peut toujours dire à LLM encore, dans la chaîne, de dire, va vraiment lire cette fois le document, et assure-toi que chacun des éléments est juste, quoi. Enfin, il y a toutes des stratégies comme ça, en fait, qui permettent d'aiguiller proprement. Nous, dans la santé, on fait ça tout le temps, parce qu'il y a des standards à respecter sur comment on écrit un diagnostic ou d'autres choses.
évidemment qu'on ne peut pas avoir deux diagnostics qui interfèrent. Enfin, je veux dire, il va y avoir une réponse claire à la fin, et puis elle doit respecter des standards, et puis on ne peut pas sortir de ce cadre. Donc il y a des techniques pour le faire. Ouais. Oui, donc en fait, c'est toujours le même résultat. Par exemple, dans la santé, là, si vous dites, je sais pas, quelqu'un qui a 42 fièvres, non, c'est pas grave. Enfin, il y a 10 médecins qui ont dit c'est pas grave. Le 11e, il lui a posé la question, bah, c'est pas grave. Alors, ouais. en fait, c'est pour ça que, ouais, j'insiste vraiment sur ça. Ça, c'est juste pour réduire la friction entre les outils traditionnels et le langage. Et il n'y a pas moyen de le verrouiller justement pour que ça garde, que ça garde en mémoire que systématiquement il faut mettre cette réponse? Non, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça en fait. Si on voulait faire ce que vous disiez, il faut créer un modèle de deep learning qui est entraîné à dire si oui ou non la température, ces éléments-là sont comme ça. Et après, on donne accès à ce modèle de deep learning pour répondre à des questions. Okay. Donc lui, s'il voit que c'est 42 fièvres, machin, il va utiliser l'outil qui est le modèle de deep learning qui sait répondre à ce genre de trucs. Okay. Et il va du coup appeler le modèle fin statistique qui répond proprement à ça et juste le traduire en langage. Donc à la fin, on a toute une constellation d'outils qu'on lui donne ou pas, qui peuvent être des API, par exemple pour savoir la météo d'aujourd'hui, pour savoir les données, ça on fera peut-être une fois aussi, de consommation. Ces trucs-là sont gourmands en énergie. Bah, on peut choisir de déployer des machines là où la consommation électrique est la plus verte en ce moment. Il y a des API pour faire ça, il faut juste aller chercher puis regarder, ben, alors, du coup je déploie ma machine plutôt là que là. C'est des choses possibles, mais du coup tout ça existe, quoi. Il y a des API vers l'extérieur pour recevoir des données, pour aller piocher du contexte. Et il ne faut jamais se reposer sur eux pour faire ses prévisions. En santé, typiquement, on ne veut pas savoir l'étape d'après la plus probable. On veut savoir typiquement le temps avant qu'il se passe un truc. C'est un autre type de modèle complètement. Il va dire ben, il va se passer rien jusqu'à une dégradation dans 6 mois. Il va pas dire ce qui se passe entre deux, on s'en fiche. On n'a pas besoin de le modéliser, on utilise des ressources, enfin, de la puissance de calcul pour rien en fait. Donc ça serait plutôt des modèles de type LSTM, ça s'appelle, ou des choses qui ont une mémoire, qui sont faits pour faire ces sauts dans le temps plus facilement, avoir des corrélations à longtemps. Tandis que lui, il n'est pas du tout entraîné sur ça. Mais ça va évoluer aussi. Là, c'est un hasard. Il faut réaliser qu'on a essayé plein de trucs pour faire des LLM comme ça. On a essayé de mettre par exemple des trous dans des textes et puis de demander aux LLM de les remplir. C'est un autre type d'entraînement, plutôt que de juste prédire le truc d'après. Et puis on a vu que quand on fait les trous, ça ne marche pas du tout. Et c'est pas du tout proche du cerveau. Alors la question, pourquoi? Ben, on ne sait pas exactement, mais on a une petite idée. On peut imaginer que nous, quand on reçoit du langage, ben, on a un contexte relativement court et puis on prédit on anticipe un peu ce que la personne elle va dire plutôt que de dire ah il y avait des trous il y a 100 phrases quoi. Donc c'est un peu logique que le calcul il soit plus aligné avec nos perceptions si on le fait de cette façon-là. Mais évidemment c'est pas complètement prouvé en recherche, enfin, c'est un truc en cours quoi. Mais du coup il y a des ingénieurs qui sont tombés un peu là-dessus par hasard et puis après ça marchait bien quoi. Puis après, on a vu que, évidemment, ça concorde pas mal avec le cerveau, puis du coup, ça a du sens, et puis on creuse pourquoi, etc. Donc là, bon, juste, on peut la guider avec des réponses plus nuancées. On va peut-être pas le lancer celui-là, mais disons, on pourrait dire, ben voilà, cette fois, inclut bien ceux qui aiment le chocolat et ceux qui préfèrent d'autres choses, pour qu'ils prennent ça en compte. Donc en résumé, voilà, c'est toutes ces choses qui peuvent faire qu'on fait de l'IA de manière responsable. C'est pas genre on écrit et on le piège. Il faut lui donner les instructions, les biais qu'on souhaite voir ou pas. Et c'est là où il est jugé un peu de façon réelle par rapport à la puissance de l'outil. Donc voilà, on arrive déjà à la conclusion. Donc là, ça donne... la question, c'est pourquoi coder quand on a ChatGPT? Et puis là, je pense que c'est vraiment la différence, c'est le jour et la nuit. Enfin, ChatGPT vous donne une chaîne de prompts, vous ne savez pas les paramètres, vous ne pouvez pas ingérer des données de l'extérieur à part faire des attachments, on ne sait même pas quel modèle il y a derrière, etc. On peut faire ça avec du code, avec des modèles plus puissants open source, extrêmement facilement. Il suffit de se familiariser un tout petit peu avec l'interface. Donc, et puis, on le verra, mais cet outil-là, Cursor, il permet de faire ça relativement gratuitement en fait. Donc le chat qui est ici a un contexte qui est beaucoup plus puissant, il peut prendre beaucoup de sources, il peut prendre des liens, il peut prendre des API, il peut prendre plein d'autres choses. Donc en fait, de base, et ça on en parlera, sûrement qu'on fera une session là-dessus, je conseillerais à tout le monde de jeter ces interfaces ChatGPT et autres et prendre ça. Parce que là on peut le voir comme un éditeur de code, parce qu'il y a du code ici, mais on peut aussi faire ça, et puis ça devient juste un chatbot méga puissant, qui permet d'avoir accès à des fichiers, à du contenu, à tout ce qu'on veut. Donc par exemple,
dans mon entreprise, pour faire simple, souvent, on peut mettre des documents, par exemple la documentation technique qu'on aimerait auquel il ait accès. Et puis après, quand on est dans le chat, il a ce contexte en tête. C'est gratuit, il n'y a rien à faire. Pas à connaître du RAG, il n'y a pas à connaître quoi que ce soit. Donc, c'est un peu détourner l'outil des codeurs pour la vie de tous les jours, pour pas s'embêter, quoi. Donc moi, je conseillerais de prendre un abonnement que de ça, de curseur, d'installer ce truc. Il n'y a pas la version mobile, c'est le seul défaut. Mais, et puis quand on lance un truc, on a le choix ici du modèle. Donc on peut prendre un GPT, on peut prendre un Claude, on peut prendre un truc qui est fait pour le code plus finement. Enfin, il y a 2-3 modèles, donc en plus on a gratuitement, au lieu d'avoir un abonnement curseur, un abonnement Claude, un abonnement machin et autres, on a tout sur la même plateforme et puis on peut gérer les documents et tout. Donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est pas qu'un outil de codeur, mais je pourrais un peu expliquer comment le hacker pour détourner pour des utilisations personnelles. Je le fais moi tout le temps. Donc voilà. Comment ? Pour le biberon, on a vu. Oui. Oui, alors j'ai des outils de ce type-là, à part ça, pour gérer des choses de la famille, oui. En plus, il suffit d'avoir ici un dossier quelque part sur votre ordinateur, et quand on ouvre curseur sur ce dossier, il retrouve le contexte. Donc on peut refinir en contexte avec l'historique qui correspondait à ces fichiers-là et autres. C'est beaucoup plus puissant que l'interface d'OpenAI et autres. Mais ça c'est vraiment une démonstration assez facile à faire et puis on pourra le faire. Donc là, voilà, ça ouvre pas mal de choses en fait, il faut essayer de jouer un peu. Là, je vous ai donné 2-3 exemples si vous voulez juste jouer. On peut imaginer voilà, des choses que vous pourriez déjà créer juste avec ça. C'est par exemple faire un guide de Neuchâtel. Là, on lui donne juste un lieu à cette fonction et puis voilà, décrit ça comme un guide touristique passionné, inclut une anecdote, ce genre de choses. Après, la personne qui utilise, elle a juste à appeler ça et puis on a l'assistant correspondant, ce genre de choses. On peut faire des traducteurs de patois ou inventer des recettes en utilisant des ingrédients, pas juste la liste d'ingrédients. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Ça peut être les impôts aussi. Hein. Ça peut être voilà, le document qui décrit comment je dois le faire, voilà ce que moi j'ai fait, trouve les problèmes. Ça moi je le fais, c'est gratuit. Je le mets ici sur curseur, c'est bon. Donc c'est toutes des choses comme ça, quoi. Et puis après, juste pour vous donner une idée un peu des choses qu'on pourrait faire par la suite, il y a évidemment les systèmes multi-agents. Si on a plusieurs, je sais pas, on organise un événement, lui il est responsable de l'organisation de ça, lui il fait ça, lui il fait ça. Comment structurer la réponse pour que l'événement marche? Qui doit faire quoi, comment? On peut les laisser parler et puis aboutir à quelque chose. Ça donne au moins pas une page blanche quand on commence. Et ces systèmes multi-agents, c'est le standard maintenant. Donc si on répond à une question, il y a déjà ça en fond, il y a des OS qui sont en train d'être créés où il y a un agent qui est le coordinateur, et après il y a des agents qui connaissent bien le code, des agents qui connaissent ci, qui connaissent ça, qui savent effectuer des actions sur l'OS et toutes ces choses-là. Et le coordinateur, il va juste dispatcher à tous ces outils et obtenir la réponse. Du coup, nous on interagit qu'avec une personne, mais au final, ça sera bientôt Apple Intelligence, un truc qui est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant pour des questions régulatoires. Il est un peu de cette nature-là déjà. Et donc les outils, évidemment, donc je disais si on veut accéder à des données particulières ou autres, ça on en parlera, c'est aussi très facile avec les API à faire ça. On peut lui fournir une fonction, par exemple on dit souvent « Ah, il ne sait pas faire des maths ». On lui donne accès à Python. S'il ne sait pas faire des maths, on dit « Écris d'abord la fonction qu'il ferait », après on lui donne accès à un kernel Python, il a fait tourner, il a la réponse, puis voilà. Nous on ne sait pas, si on dit calcule un log de 2, on ne sait pas non plus. On va prendre une calculatrice, puis on aura l'outil, puis après avec le langage, on va l'insérer dans notre raisonnement. C'est exactement la même façon de faire. Donc pour ça, c'est beaucoup plus humain que ce qu'on pense en fait, déjà le fonctionnement de ces outils. Et c'est ancré déjà en neurosciences, mais bon. Et puis après, il y a le RAG pour aller chercher la multimodalité, donc gérer aussi des images, du texte, ce genre de choses. Le RAG, c'est pour des réponses sur une base de données. Ça, il y a des exemples simples à faire aussi. Fine-tuning dont on parlait, ça c'est toutes des choses qu'on pourra un petit peu décrypter avec des exemples le plus simples possible, disons. Et si jamais ça vous intéresse d'adapter avec Llama, là j'ai juste mis un peu le petit bout de code qui correspondrait, donc ça c'est un modèle plus simple, plus vieux, mais en gros à la fin on a la même fonction générer texte, donc il n'y a rien qui change, mais c'est juste qu'on l'a préparé avec un modèle ici, différemment une autre librairie. Puis après on a une abstraction qui est la même. C'est l'avantage aussi de travailler avec ces trucs, c'est qu'à la fin, on a juste à jouer avec la fonction, on sait ce qu'elle représente. On n'a plus besoin de se préoccuper de ce qu'il y a derrière.
Voilà. Des questions? Vraiment. Ouais. Si je veux connecter à une page web genre WordPress et que je veux avoir une espèce d'intelligence artificielle qui fasse le guide touristique, là, de RAG, je ne sais plus ce que tu as dit avant. Ouais. Il y a des API particuliers, il y a Alors ça, c'est super simple à faire. C'est aussi une démo qu'on peut faire une fois. D'ailleurs, j'ai fait, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on avait un nouveau site internet. C'est en 2 étapes. Alors d'abord, tu peux faire un truc du style write code to. Moi, j'ai posé la question, celle-là. On peut dire de prendre tous les URL qui sont sous un site. Je sais pas quel site. Voilà. Coworking-neuchâtel.ca. Coworking-neuchâtel. Avec accent? Non, comme ça. C'est la pub, ça. Ah, Placement de produit. ok. Donc là, si on fait ça par exemple, Ok. bon là j'ai plutôt de crédit donc je dois attendre un peu plus que les autres, mais je suis en position 10, voilà. Donc ça, c'est le truc standard en Python, ça s'appelle Beautiful Soup. C'est une librairie qui permet d'aller chercher sur des sites, quoi. L'ensemble du site web, quoi. De visiter, donc là il va aller chercher les sites, obtenir, regarder si c'est un URL valide, voilà. Et puis il va imprimer les résultats. Donc si on fait ça, on prend juste ça. Hein. Alors la plupart du temps ça marche très bien, mais évidemment si on connaît le code, on va l'aiguiller un petit peu. Et puis là du coup on va sur un collab si on veut, n'importe. On montre une cellule de code quelque part. On fait ça. On regarde juste que là il n'a pas importé ces trucs-là. Il les a pas installés, donc là il va se plaindre. Il va dire il n'y a pas ça. Ah non, là il les a déjà parce qu'il est malin. Et donc là voilà, il va aller visiter tous ces trucs. Et puis après il va dire tous les URL qu'il a trouvés. Et ensuite on fait une autre étape où on dit dans cette liste d'URL, tu écris un code, prends cette liste d'URL et charge tout le contenu. Prends tout le contenu. Et puis après on a du coup dans tout le contexte. Puis ça c'est suffisamment petit pour un site habituel pour que ça rentre déjà dans une fenêtre de contexte. Mais sinon, on pourrait aussi dire enregistrer dans un fichier, texte, chacun de ces trucs. Ouais. Et puis après, tu l'utilises comme contexte sur curseur. Ok. Mais si ça rentre, donc l'étape d'après, c'est juste de dire va visiter tous ces trucs, prends le texte du site. Donc ça, on peut le faire, hein, c'est une cellule de code encore. Et ça sera long, quoi. Il doit juste aller chercher ça. Et du coup, après, tu prends tout ce texte. Tu le mets dans le contexte, puis tu dis, je sais pas, moi j'ai fait ça pour, par exemple, dis-moi toutes les erreurs, les typos et tous les trucs qui sont problématiques sur mon site. Ou juste un guide qui explique les différentes solutions qui conviennent à la personne, Ah oui, à la typologie de besoin qu'il a, etc. Alors on peut faire, si c'est juste un site, si c'est ingérable comme contexte, c'est très facile à faire. Ok. Sinon il faudrait utiliser Cursor, où il y a du RAG en fond, ou alors faire du RAG toi-même. Cursor, c'est un peu le RAG cheap, quoi. Disons, il est abstrait, enfin c'est voilà. Mais sinon, il faudrait faire du RAG si c'est plus long. Mais pour un site, je pense que c'est facile de le faire rentrer. On peut aussi dire, si ça ne rentre pas, tu peux aussi dire pour chaque lien ici, non seulement sors-moi le contenu, mais résume. Puis comme ça, il te sort les résumés de chaque page. Du coup, tu as un guide qui t'explique. Et tu peux lui poser des Après, questions. on peut lui poser des questions, ouais. Après, on peut dire, fais un chatbot de support, et puis tu dis, chaque jour, tu as un cron job, donc il va tourner la nuit, je sais pas, qui te charge tout ça, qui update ça, quelque part. Et après, il va piocher ce fichier de contexte, comme contexte de ton prompt. Puis la personne qui est dessus, elle va avoir ce contenu chargé, puis du coup, ça répondra aux questions avec la version actuelle. Ouais. Ça, c'est supra simple à faire. Ouais. Ça marche. Ça a l'air, ouais. Même s'il y a robots.txt, les anti-crawlers, robots.txt, ça marche quand même. Alors, c'est librairie, il y en a d'autres qui détournent, qui arrivent à passer haute, mais oui, des fois, il y a des choses comme ça, oui. Mais ça, c'est standard. Ouais, c'est pas combien de pages on a. Il sait pas combien de pages. Non, il y en a beaucoup apparemment. Ouais. Bon, là, c'est sur mon téléphone aussi, donc bon. Ah ouais, ok. C'est du 4. Je sais pas en combien de G, mais ça fait pas beaucoup de G, je crois. Ouais, il y a un peu de boulot. Et t'as dit que c'est super ouais, simple. Super simple, ça veut dire quoi pour moi est-ce que c'est quelque chose, typiquement, tu peux demander à un webmaster qui sait un peu coder de le faire Oui, bien sûr. Oui. Il faut juste savoir comment. Les codeurs, ils savent
il sert plus à grand chose en vrai. Ouais, ça Hein. plus grand-chose. Non, bah, il faut en avoir un qui peut avoir une vie, mais je veux dire, il faut comprendre ce qu'on veut faire déjà. Ouais, ouais. Et puis après, on peut juste. À ce que tu as dit, j'ai compris. Par contre, le faire, c'est. Parce que moi, cette librairie, pour le coup, bon, je sais qu'elle existe, mais je l'utilise jamais. Donc je sais débugger ça, et si j'avais un problème, je demanderais aussi à l'outil de comment débugger. Oui, bah oui. Emily, j'ai Donc, dit. ouais, enfin sur Cursor, c'est encore plus simple que ça. Sur Cursor, c'est par exemple, si on a un problème avec du code, ben, on se met ici, on écrit, on se met ici par exemple, on fait commande K, puis là on dit, ben, on a une instruction qui est liée à où on est dans le code, plus que dans la fenêtre. Il y a plein de trucs comme ça. Hein. Si on est sur un terminal, puis qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas naviguer sur un terminal, bah, tu écris en langage. Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais naviguer dans cette directory, j'aimerais savoir les droits d'accès, j'aimerais, je sais pas, n'importe quoi. Et donc ce qu'on c'est... a fait au début quand tu disais où je dois mettre ma clé API, quoi. Exactement, enfin tout ça, tout est... Si, encore plus simple, on a un truc, on a une entreprise, on veut savoir comment créer une architecture de base sur Azure qui a ses requirements, on a tous les user requirements. Ben go, le truc il va te dire, ben tu crées cette infra, tu vas sur Azure, tu cliques là, et si tu n'as pas les détails, ben tu dis, maintenant j'aimerais créer cette ressource-là, et puis après tu peux encore lui dire, ben maintenant c'est cool, j'ai créé tout ça, je prends mes templates sur Azure et je dis j'aimerais maintenant du code, infrastructure as code, j'aimerais du Terraform maintenant qui représente ça. Ben, il le fait. Tout ça c'est... Moi, des fois, enfin, tous ces trucs-là sont devenus... Si tu sais pas quoi lui demander, tu peux dire qu'est-ce que je dois te demander pour faire ça. Oui, ah, ça c'est l'autre, c'est une des stratégies que j'ai essayé d'évoquer, mais c'est de dire, pour qu'il ne se plante pas, c'est dis-moi le raisonnement que tu ferais, tu l'affines un peu, et après tu lui donnes ça comme marche à suivre. C'est un peu ça. C'est ça que la décomposition un peu. Oui. Au final, est-ce que tu peux juste répéter la différence, l'utilité de Cursor vs Colab? Alors Colab, c'est complètement différent. Enfin, ça se veut proche, mais disons, Cursor, c'est un outil qui tourne sur la machine locale. Donc si on fait tourner du code comme je l'ai fait là, c'est avec mon processeur et voilà. Ouais. Donc si j'ai pas de carte graphique, tant pis pour moi. Colab, il donne accès à des ressources sur un serveur, sur un cloud. Donc il y a des ressources gratuites qui sont pas, voilà, qui sont pas très puissantes, mais qui sont quand même là. Et là, le curseur, ben, il a une IA, une intégration IA complètement différente, beaucoup plus puissante en fait. Tandis que l'autre, on a juste un Gemini sur le côté qui est assez nul en fait. Donc si on lui demandait de faire une architecture Azure, voilà, c'est à côté complètement quoi. Donc le curseur, c'est juste pour... Ben moi, je vous dis, je l'utiliserai pour la vie de tous les jours, même si je code pas. Les outils, là, il utilise Claude Sonnet. Il est un petit peu affiné pour répondre à des questions de code, mais c'est le Claude qu'on a sur l'interface grand public. Donc, moi, je fais toutes mes affaires personnelles là-dessus. Des fois, c'est pas du code, c'est autre chose. J'ai envie d'écrire une carte d'anniversaire. Enfin, je sais pas. À ma nièce qui aime bien les poneys. Enfin, voilà, c'est ce genre de truc, quoi. Donc, mais le curseur, peut-être qu'on aura maintenant aussi à entendre. Le truc que j'aimerais aussi qu'il soit clair, c'est que il y a deux trucs. Déjà, s'il y a des cas d'usage qui sont particulièrement intéressants, faut nous les rapporter. Ça, on pourra avoir des idées sur quoi, parce que moi, je ne sais pas ce qui vous intéresse, sur quoi démontrer durant d'autres sessions. Ça pourrait être, voilà, faire le truc avec le site web, là, ça pourrait être un cas facile. Ouais. Intégrer les IA dans tous les services de l'État de Neuchâtel. Ça, c'est juste une question d'argent, en vrai. Ça, c'est un autre problème. C'est déjà fait, mais c'est pas déployé. Ouais, alors, enfin... Oui, c'est ça, ils ont tous ChatGPT, quoi. Parce que moi, j'ai proposé déjà de mettre des choses en place et les réponses que j'ai eues, mais si on fait ça, on a fait le boulot. Et j'ai dit, mais tant mieux, parce qu'on aura plus de temps pour... Mais ça, c'est le gros problème qu'on a, et moi, ça me désole en Suisse, c'est que tous les grands médias contribuent à ce climat nauséabond où les IA, c'est notre souveraineté, c'est ci, c'est ça, il y a eu des problèmes sur un cloud, je sais pas où, donc du coup, l'IA, voilà. C'est toujours, si on regarde, par exemple, le temps, prenons le temps. Les titres, c'est systématiquement, on peut analyser avec l'IA qui est plus impartiale que nous, les titres, c'est systématiquement négatif, avec des mots forts qui font peur, et on se retrouve avec des blocages. Alors pour des choses qui sont l'utilisation pour des parlementaires, voilà, c'est pas grave, enfin, et encore.
Par contre, pour des choses à l'hôpital, moi, ça me casse. Voilà. Parce qu'en fait, à la fin, on arrive avec des choses, c'est des formulations où ils nous disent il y a des IA qui sont accessibles, qui peuvent sauver des vies, et puis comme c'est mal formulé sur les formulaires par des politiques, pour faire peur, eh ben, les gens, ils cochent non. Et puis du coup, ils ne sont pas sauvés. Et les déploiements, ils sont bloqués parce qu'au niveau politique, ben, c'est les gens, pour eux, leur source de vérité, c'est les grands médias. Mais, je veux dire, si on y pense réellement, la plupart des journalistes, ils font très bien, ils font ce travail. Mais je veux dire, ils ne sont pas experts de ça, ils n'ont pas écrit des papiers là-dessus. Et pire encore, si on regarde en France ou sur des grandes plateformes comme ça, où c'est quantifié, il y a eu des analyses, ben, que ce soit l'éducation ou autre, les gens qui viennent sur des plateaux, c'est des gens qui ont soit un titre, ça valide, ou soit ils ont écrit un livre grand public. Mais est-ce qu'ils ont fait de la recherche avec peer review et tout? Non. C'est du marketing. C'est en gros parce que le journaliste n'a pas le temps de comprendre qu'on demande à quelqu'un qui a un titre, ça fait foi. Et puis après, il a écrit un livre, donc. Mais ces gars-là, ils ont rien à dire, ils ne font pas la recherche. Ils n'ont pas accès aux connaissances. Et nous, on est en train de faire la même erreur dans ces domaines très techniques. J'ai jamais vu un article sur l'IA qui tient la route, jamais. Et on ne parle pas encore de la physique quantique et tout le reste. Hein. Donc voilà, enfin, il faut qu'on soit conscient de ça, et puis qu'on se batte un peu, déjà pour faire réaliser, là on est en train de partir dans des discours, l'IA est une bulle, voilà, ça sert à rien, j'en sais rien, enfin bref. Moi, ma vie est révolutionnée, je ne peux pas imaginer que l'IA c'est une bulle, quoi, c'est complètement stupide. Donc tous ces discours, en fait, on doit juste penser à nos cas d'usage et puis utiliser ces choses, progressivement montrer que ça fait la différence sur plein de terrains. En santé, c'est prouvé en long, en large, il y a 700 essais randomisés cliniques qui montrent que l'IA est meilleure que l'humain. Systématiquement, il n'y en a que 2 où c'est pas concluant, c'est même pas négatif, c'est pas concluant. Donc, je veux dire, l'IA avec médecin, c'est mieux, l'IA seul, c'est encore mieux. Et voilà, donc il faut... Non mais ça c'est prouvé, hein, je veux dire. C'est pas moi qui invente, c'est des essais randomisés, c'est le standard de connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, dans tous les domaines c'est possible, ça prend du temps. Donc les gens qui disent « Ah, on a essayé, mais dans mon métier, ça donne rien, on n'aime pas... » Bah évidemment, le déploiement, il a été fait n'importe comment. Si on n'a pas quelqu'un qui a ingéré proprement les données de l'entreprise et autres, on a juste dit « utilise ChatGPT », ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Donc évidemment que ça prend du temps, c'est lourd, il faut savoir bien le faire, mais après c'est clair et net hein, que c'est une révolution. C'est en gros ne plus avoir d'interface, enfin avoir par le langage accès à toute la complexité du monde. Quoi. J'aimerais juste rajouter un truc. Moi, j'ai commencé à créer des sites internet en 96, c'était très vieux, mais j'avais expliqué ce qu'était le net aux clients. Ouais. Et puis les journalistes, c'était haha, le web, le web. L'Express, la part, tout ce clic de journalisme, il y en a moins. Ouais. Il y a 2 ans, l'IA, c'était haha, l'IA, haha, l'IA. Il y a 300 journalistes en moins, c'est un média. Ouais. Donc c'est soit on s'adapte, on creve, puis point barre. C'est ça, ouais. Problème avec Bitcoin. Donc voilà. C'est un autre truc. Soit vous marchez avec l'IA, vous essayez de développer avec, ou vous faites du retour avec votre fois, puis Oui. Et puis là, la complexité, elle est vraiment infinie dans le sens où... Moi, je développe des plugins dans WordPress, c'est juste la casse, fais-moi ça, ça, ça. Oui, il faut savoir ce qu'on copie, puis on le colle. Ouais. C'est basta de chercher des références, puis des trucs, des objets, puis... Ouais, c'est ça. C'est fini, quoi. C'est génial, non? Mais il faut avoir appris à programmer quand même un petit peu avant. Ah oui, bien sûr, parce qu'après, on ne sait pas ce qu'on fait, mais... Aux informaticiens pour le ménage, je dis, vous avez 2 possibilités. Si vous apprenez à programmer la base, vous savez programmer, ou vous posez votre cuisine Tesla, vous dites ramène-moi à la maison, mais c'est toujours pas conduit. Donc Ouais. c'est mieux de savoir conduire vous aussi. Mais c'est vous qui choisissez. Là, je suis pas encore certain de quelle est la meilleure stratégie, parce que si on prend les langues, par exemple, le truc qui serait l'équivalent de ce que vous dites, qui est il faut faire plein de textbooks, et puis après on se met en condition, bah, on a réalisé que c'était l'inverse. Et actuellement, il y a beaucoup de sites qui déploient ça, c'est on crée des IA conversationnelles, on peut choisir le domaine, ce qu'on veut discuter, puis après on parle à cette personne, et puis c'est comme ça qu'on apprend. Bah, moi je pense, j'ai pas encore fait l'expérience, mais je pense que pour des nouveaux codeurs, c'est plus intéressant de converser comme ça, puis d'avoir des petits bouts de code, puis progressivement voir comment c'est construit, pour apprendre la langue, que de passer par le cursus habituel où on dit bah ça, voilà, ça c'est le langage, la syntaxe, machin. À voir, mais je pense que ça peut faire aussi des codeurs brillants, mais juste d'une autre nature. Après, une petite base en Python, ça peut toujours servir. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Évidemment, c'est comme si on est en condition face à quelqu'un qui parle parfaitement espagnol, je sais pas, si on n'a jamais vu, ben c'est plus dur. Si on a quelques bribes, on apprend plus vite, évidemment. C'est ça, exactement.
Merci. Merci beaucoup. Parfait, timing excellent, parce qu'il y a les pizzas qui arrivent et puis on voulait quand même qu'elles soient un peu chaudes, donc vu qu'il fait quand même relativement froid dehors, et puis que ça fait du bien un peu de prendre l'air, vous pouvez sortir, on va tirer le frigo là, vous pouvez prendre bière, vos boissons, etc. Ensuite il y a quelques petits plats sur les tables dehors, les pizzas arrivent.